Bien, bonjour à toutes et à tous. On va attendre une ou deux minutes que d'autres se connectent. Bien, je vois que vous arrivez tous et toutes un peu progressivement, c'est bien. C'est notre dernière séquence sur ce module de droit des institutions. Comme vous le savez, suite à cela, vous aurez une petite semaine de révision, puis le partiel qui aura lieu en distanciel. Je vous expliquerai un petit peu comment ça va se passer tout à l'heure, de façon à ce que la plupart d'entre vous soient bien présents pour entendre. J'espère que vous avez tous et toutes reçu, toutes et tous pardon, reçu le document que j'ai dû vous envoyer par mail. Comme je vous le disais, ça a son importance de recevoir ces fameux documents, puisqu'effectivement, vous recevrez probablement le lien pour pouvoir vous connecter au partiel, justement via eCampus. Donc j'espère que toutes et tous, vous avez bien reçu les quelques slides que je vais d'ailleurs projeter dès maintenant. Cette semaine, j'ai dû les envoyer en fait avant-hier, je crois. J'espère que personne n'a eu de problème de réception à ce niveau-là. J'espère que personne n'a fait état justement parmi vous ou je ne sais où d'un problème de réception. Donc tout le monde est bien inscrit à ce cours, du coup je suppose. Enfin j'espère en tout cas. Les institutions européennes. Alors c'est vrai que c'est un petit peu court d'y consacrer finalement une seule séance, mais bon, l'idée que vous ayez un petit peu l'essentiel justement de ce qui concerne l'Union européenne. Alors faites attention, on va bien parler de l'Union européenne, c'est-à-dire en gros cette union dont la France fait partie et qui a une histoire d'ailleurs assez riche. Ne confondez pas l'Union européenne avec le Conseil de l'Europe, c'est pas tout à fait la même chose, puisque le Conseil de l'Europe, je l'avais déjà dit d'ailleurs la dernière fois, fait l'objet je dirais d'une union en fait de 47 États, ce qui est quand même relativement beaucoup plus que l'Union européenne, qui elle n'en a que 27. Alors je vois que quelqu'un n'a pas reçu le mail apparemment. Et comment est-ce possible, Valentin? Est-ce que vous êtes bien inscrit à ce cours déjà? Parce que vous devez être normalement dans la liste des mails. Si vous êtes le seul à pas l'avoir reçu, c'est qu'il y a un problème. Avez-vous bien vérifié en fait que vous l'avez reçu ou pas reçu? Mercredi, sur le mail que je vous ai envoyé via eCampus, en l'occurrence, donc il y avait à la fois l'invitation à vous connecter aujourd'hui et en même temps le document joint que je suis en train de projeter justement. Élise et Valentin, vérifiez que vous l'avez bien, parce que si vous ne recevez pas les mails, vous ne pourrez pas recevoir le lien du partiel. Élise, parfait. Bon, bah voilà, bah oui, vous l'avez reçu alors. Pourquoi vous dites que vous l'avez pas reçu, quand même? Ah voilà, faites attention à bien vérifier effectivement dans les spams. Si les mails d'eCampus et de Zimbra vous arrivent en spam, c'est pas terrible. Mais effectivement, donc comme je vous le disais tout à l'heure, le lien pour vous connecter au partiel vous parviendra via eCampus, via un message d'eCampus, donc faites-y attention. Quoi qu'il en soit, vous verrez, on aura un petit peu le temps
de se connecter le jour du partiel, de façon à ce que vous puissiez vous assurer que vous avez bien tout, en fait, tout reçu comme il le faut. Alors, les institutions européennes, donc, nous en étions là. Hop, je me remets dessus. Vous avez dû recevoir donc ces quelques petits slides. Comme je vous le disais, ne confondez pas l'Union européenne avec l'Europe dans son entier, c'est pas pareil. L'Union européenne, c'est en l'occurrence donc cette union dont fait partie la France depuis le traité de Rome de 1957. Une Union européenne qui, je dirais, a une histoire assez riche en fait, avec des personnages très importants. En l'occurrence, vous avez des personnalités comme Robert Schuman, par exemple, Jean Monnet, qui ont été à l'initiative d'un premier traité pour une Union européenne. Alors, il y a eu des tentatives. Pourquoi en fait une Union européenne? Tout simplement parce que, eh bien, à la suite des fameuses guerres que nous avons malheureusement traversées dans notre histoire, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, l'idée était de constituer un bloc, on va dire, européen, face aux deux grandes puissances qu'étaient la Russie et les États-Unis. Bon. L'idée en fait d'une Union européenne a été longue, jalonnée d'un parcours qui n'a pas été justement simple, parce que vous le savez, finalement, s'unir au sein d'une Union européenne, c'est la peur aussi de renoncer à une certaine souveraineté dans chacun des pays, la peur en fait de devoir harmoniser les législations avec d'autres pays européens, mais qui n'ont pas forcément notre culture. C'est pour ça qu'en fait le parcours n'a pas été simple et qu'au départ, effectivement, comme je vous l'ai écrit dans ce petit slide où il y a un peu d'historique, justement, on a commencé à s'unir sur des matières, entre guillemets, qui étaient à peu près communes et sur lesquelles il pouvait y avoir une entente, notamment une entente économique. Vous le savez, l'Union européenne a commencé par ce qu'on a appelé la Communauté économique européenne, la CEE, via un traité de Rome qui a été signé en 1957 et précédé d'un premier traité sur le charbon et l'acier, le traité CECA, comme c'est écrit sur cette slide, où en fait l'idée était de s'unir justement sur ces matières que représentaient le charbon et l'acier, de façon à en favoriser les échanges et à s'accorder sur une politique de prix en fait qui était peut-être plus favorable à tous. Alors, le traité de Rome, qui a des ambitions plus larges, qui a créé la CE, est une véritable union économique qui, en fait, a regroupé dans un premier temps, vous le savez, donc 6 pays, la France, l'Allemagne, l'Italie et ce qu'on appelle le Benelux, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, c'est une abréviation. Vous savez également probablement que le traité charbon-acier a pris fin en 2002, puisque ce n'est plus la matière première, le charbon en tout cas, qui est utilisé justement pour créer notamment de l'électricité ou du combustible, au point qu'on a laissé de côté ce fameux traité. On a transformé les autres, justement, pour élargir cette union économique qui nous unit aujourd'hui. Je voulais noter quand même avec deux personnalités politiques assez fortes, par exemple Jacques Delors, qui est un Français et qui a beaucoup œuvré en fait dans la construction de l'Union européenne. Et je voulais préciser juste avant, Jean Monnet, qui est à l'initiative, avec Robert Schuman, du premier traité européen. Historiquement parlant, on ne va pas refaire toute l'histoire de l'Union européenne, mais vous savez qu'on a commencé à 6, puis qu'ensuite, effectivement, on a eu plusieurs élargissements successifs, plusieurs États européens nous ont rejoints, tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que il y avait on va dire, certains avantages à rejoindre l'Union européenne, notamment pour bénéficier d'aide de la Banque centrale européenne quand le pays se retrouve en difficulté financière, notamment également pour faciliter les échanges au sein des pays de l'Union européenne, des échanges en fait de marchandises, des importations avec des taxes qui étaient nettement réduites, et la possibilité aussi donc de pouvoir partager des denrées alimentaires via ce qu'on a appelé et ce qu'on appelle toujours la politique agricole commune. Certains pays de l'Union européenne qui ont un fort rendement en fait agricole ont donc la possibilité aujourd'hui donc d'exporter leurs produits dans tous les pays de l'Union à des conditions qui défient toute concurrence. Vous savez que ça pose d'ailleurs beaucoup de problèmes aussi à la France, dans la mesure où les agriculteurs français ont du coup un peu de mal à faire face à cette concurrence massive de produits agricoles qui arrivent d'autres pays de l'Union européenne et qui sont vendus nettement moins cher, sur lesquels en fait on est du coup obligé de s'aligner au niveau des coûts.
C'est l'un des inconvénients, je dirais, de l'Union européenne, à savoir effectivement que plus on cherche à harmoniser et à faciliter les échanges, plus on crée des formes de concurrence et plus on met certains pays en difficulté. Mais au contraire, c'est aussi une ressource dans la mesure où on a aussi en France la possibilité d'exporter ailleurs. On a aussi en France la possibilité en fait de s'installer dans d'autres pays de l'Union européenne de façon plus simple. En gros, on a des traités qui ont justement permis d'élargir cette Union européenne aujourd'hui à 27 États membres, puisque vous savez que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne l'année dernière avec ce qu'on a appelé le Brexit. Brexit qui veut dire British Exit, justement, et qui a, je dirais, donc réduit un petit peu notre Union européenne à 27 alors que nous étions 28. Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne pour des raisons qui lui appartiennent, mais je dirais qu'au Royaume-Uni, on n'a pas voulu renoncer à bien des points de la souveraineté de ce pays, qui du fait de sa situation insulaire, probablement, nécessite peut-être de conserver, on va dire, certains avantages, de moins partager, entre guillemets, avec d'autres pays de l'Union, de peut-être en fait aussi ne pas subir trop de concurrence, une sorte de conservatisme en fait à l'anglaise, comme on dit, et puis très probablement aussi la volonté de vouloir garder une monnaie forte, qui est la livre sterling, là où au contraire l'euro en fait peut faire l'objet de certaines fluctuations quand il y a une crise économique. On sait pourtant aujourd'hui que l'euro a pu rester stable puisque nous avons un système en fait européen, un système bancaire européen qui assure en fait qu'il n'y aura pas trop de fluctuations de la monnaie européenne de façon à ce qu'elle reste pratiquement toujours au même taux, ce qui implique en fait quelquefois d'aider des pays qui sont entre guillemets plus pauvres économiquement parlant et qui au contraire donc va inciter certains pays qui ont une économie assez forte à ralentir un petit peu aussi ou à aider en fait ou à faire preuve d'entraide, de solidarité avec des pays qui sont en situation plus vulnérable. 27 États membres, comme on dit donc dans l'Union européenne aujourd'hui. Alors, on va pas les citer, mais je vais dû vous les mettre dans les slides de toute façon, rassurez-vous. Vous savez qu'historiquement parlant, du coup, donc, on a eu divers traités qui ont abouti à ces fameux élargissements. Le traité de Rome est le premier, on a ensuite le traité de... Il y en a d'autres entre-temps, je ne vous les ai pas tous mis non plus. Je vous ai mis les principaux, le traité de Maastricht en fait dans les années 90, qui va mettre en place un calendrier pour avoir une monnaie unique. Nous aurons donc une monnaie unique à partir de 2001, cette monnaie s'appelle l'euro, comme vous le savez. Alors, elle a remplacé le franc. Le traité de Nice et le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne est un traité particulièrement important, dans la mesure où en fait c'est le dernier traité entre guillemets qui a, je dirais, achevé la construction européenne. Le traité de Lisbonne de 2009, le traité de Nice juste avant, je vous l'ai mis parce que c'est un traité qui a prévu un très grand élargissement en faisant rentrer dans l'Union européenne 10 États membres, sont les pays en fait de l'Est notamment. C'est à cette époque qu'ont adhéré à l'Union européenne, par exemple la République tchèque, la Slovénie, la Slovaquie, une partie de Malte également, tous ces pays effectivement donc qui étaient un petit peu en marge de l'Union européenne et qui ont adhéré effectivement à cette union économique et monétaire, mais qui n'est plus seulement économique et monétaire, puisqu'avec les traités précédents, on a également aujourd'hui une possibilité de coopérer dans l'Union européenne en matière de sécurité par exemple, en matière de justice, en matière d'affaires intérieures, en matière d'éducation. Il y a tout un tas de domaines aujourd'hui qui sont cernés par l'Union européenne. Pour ça qu'on vous en parle, l'idée étant que vous ayez bien en tête qu'aujourd'hui, en fait, cette Union européenne a un poids énorme en fait dans nos institutions en France. Le général de Gaulle n'était pas forcément un admirateur de l'Union européenne. C'est quelqu'un qui était très épris de souveraineté. C'est quelqu'un qui a voulu faire de la France une nation forte, entre guillemets. Et du coup, il voyait en l'Union européenne une espèce de machin, comme il le disait lui-même, entre guillemets, qui allait en fait dépouiller la France de tout un tas de prérogatives. À savoir, en l'occurrence, le fait de devoir, par exemple, justement, exporter ou en tout cas importer à des prix réduits, peut-être également constituer une menace par rapport à l'immigration, puisqu'en fait on supprime en fait les frontières au sein de l'Union européenne.
Bref, il y voyait de toute façon, d'un point de vue économique, une sorte de menace pour notre pays, mais on n'en a pas perçu forcément tous les avantages à cette époque. Des avantages qui concernent, comme je vous le disais, donc la richesse, de pouvoir circuler dans tout pays membre de l'Union, de s'y installer, d'y faire des études, par exemple, ou encore de bénéficier d'une forme de solidarité et d'entraide. Ils sont des vraies valeurs humaines, en fait, qui ont été portées au départ par l'Union européenne, et qui sont d'ailleurs toujours portées par l'Union européenne. C'est ça qui est intéressant. Mais en même temps, ayez quand même bien en tête qu'au niveau de l'Union, sont votés des textes qui arriveront en fait en France dans un deuxième temps et qui seront donc forcément à adopter parce qu'ils font l'objet de politiques européennes. On s'en rend pas forcément compte en France et c'est pour ça que les Français sont, je dirais pas de fervents militants de l'Union européenne. Pour preuve, ils avaient rejeté en fait le traité de Lisbonne quand il leur avait été soumis par référendum à l'époque par Nicolas Sarkozy. Par la suite, effectivement, du coup, vous le savez, je pense, Nicolas Sarkozy l'a fait adopter en fait par le Congrès, donc ce traité est rentré en vigueur. Mais pourquoi on est si frileux et si méfiant par rapport à l'Union européenne? Tout simplement parce qu'on la connaît très peu. Et on sait aussi, très probablement, qu'à certains égards, elle peut représenter une menace pour certains métiers. Les agriculteurs ne sont pas les plus fans de l'Union européenne, puisqu'en fait, dans la politique agricole commune, ils doivent en fait accepter une concurrence qui quelquefois en fait peut être ruineuse pour eux. Mais en même temps, et c'est toute l'ambiguïté du problème, grâce à la politique agricole commune, ils peuvent aussi bénéficier d'aides financières. C'est tout le problème de l'histoire, à savoir effectivement donc des enjeux et des réformes en fait qui vont nous impacter à un moment donné, tantôt en fait de façon positive, tantôt quelquefois de façon négative. Donc de l'Union européenne, effectivement, donc historiquement, on a plusieurs traités. Je vous ai mis les principaux, plusieurs États qui ont rejoint l'Union européenne, des candidatures qui sont encore en cours d'examen. En l'occurrence, des pays comme la Turquie avaient présenté leur candidature, mais vous savez que leur conception des droits de l'homme heurte tout simplement en fait la possibilité d'adhérer à l'Union européenne. Voilà le type d'obstacle que peut rencontrer un pays qui souhaiterait adhérer et présenter sa candidature. Mais on est toujours donc dans l'examen de diverses candidatures, avec quelquefois souvent de petits pays. Quand je dis des petits pays, c'est des pays qui sont peut-être un petit peu moins riches ou qui ont une population plus petite. Et ces petits pays, effectivement, ils voient un intérêt flagrant. Des pays comme l'Espagne, par exemple, à une certaine époque, qui a rencontré une crise financière assez importante, ou le Portugal, pareil, de toute façon, sont des pays qui, à un moment donné, ont pu bénéficier d'aides extrêmement importantes de l'Union européenne. La Grèce également, comme vous le savez certainement, la Grèce a eu plusieurs fois des crises financières importantes, des crises économiques très fortes, qui ont failli ruiner le pays. La Grèce a été limite mise en faillite pendant un certain temps, tellement son économie était caduque. Et grâce aux aides de l'Union européenne, qui s'élevaient en centaines de milliards d'euros, ce pays en fait a pu rembourser en fait certains de ses crédits, renflouer ses banques et permettre en fait aux habitants de la Grèce de pouvoir à nouveau retirer en fait de l'argent de leur compte, alors que pendant tout un temps le pays n'était plus à même tout simplement de pouvoir créer une monnaie suffisante pour permettre aux habitants de la Grèce justement d'aller ne serait-ce que dans un distributeur et retirer 20 euros en fait, ça allait jusque là. Voilà en quoi, en fait, bien sûr, il peut y avoir des avantages à adhérer à l'Union. Donc, pour être plus clair, une Union européenne composée de 27 États membres et une simplification des traités. Alors ça, c'est un deuxième point. On avait toute une foule de traités qui donc ont été ratifiés par l'ensemble des pays de l'Union. Le traité de Rome, le premier. On a eu l'acte unique européen, le traité d'Amsterdam, le traité de Maastricht, le traité de Nice, le traité de Lisbonne. Tellement de traités que finalement, on s'est dit qu'il fallait simplifier cette Union européenne avec simplement 2 traités qui ne sont pas en fait des remplaçants des traités précédents, mais tout simplement en fait des traités uniques qui vont permettre d'avoir 2 textes fondamentaux, ce qu'on appelle le traité sur l'Union européenne, et l'autre traité donc qui s'appelle le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 2 traités donc, traité de l'Union européenne et traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ce sont les deux traités de base. Vous l'avez donc dans la slide qui suit. Le traité de l'Union européenne, vous le voyez ici, il confère entre autres la personnalité juridique à l'Union européenne. Ce sont des traités, comme on dit ici, vous voyez, du droit communautaire originaire, c'est-à-dire en gros les traités fondateurs, en quelque sorte, qui ont fusionné dans ce fameux traité sur l'Union européenne, qui va donc, entre autres, donner une personnalité juridique à l'Union. Alors ça veut dire quoi que l'Union européenne a une personnalité juridique? Ça veut dire tout simplement qu'elle peut conclure des accords dans le monde en son nom, entre guillemets. C'est devenu une véritable personne morale. L'Union européenne peut recevoir, et elle l'a eu d'ailleurs, par exemple, je sais pas moi, par exemple, le prix Nobel de la paix, par exemple. C'est un peu comme une personne morale équivalente à une société, si vous préférez. Vous savez ce que c'est aujourd'hui qu'une personne morale. L'Union européenne, en fait, aujourd'hui en est une, depuis, en fait, ce fameux traité de l'Union européenne, qui est entré en vigueur directement après donc le dernier traité, qui était le traité de Lisbonne, dont on parlait tout à l'heure. Ces traités, en fait, qui vous sont cités ici, sont entrés en vigueur en 2009. Donc, le deuxième traité, c'est le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui renforce notamment les pouvoirs de l'organe le plus démocratique de l'Union européenne, à savoir son Parlement, le Parlement européen, qui prévoit par ailleurs l'élection d'un président du Conseil européen, donc de l'Union européenne, pour un mandat de 2 ans et demi. Et oui, aujourd'hui, on le connaît peu, mais sachez que l'Union européenne a un président qui s'appelle, en l'occurrence, Charles Michel, belge, et qui donc va être amené à pouvoir donc représenter l'Union européenne dans des sommets internationaux, par exemple, ou encore qui va impulser la politique de l'Union européenne. Vous voyez que autant on connaît bien le président des États-Unis, en l'occurrence Joe Biden, autant en fait on connaît peu, enfin je pense que certains d'entre vous l'ont peut-être découvert, notre président de l'Union européenne. Et oui, l'Union européenne, c'est un petit peu comme une fédération. Les États-Unis sont une fédération, c'est-à-dire en gros on va avoir un État, on va dire celui qui représente l'Amérique, entre guillemets, et on va avoir à l'intérieur donc de cette grande fédération plusieurs États qui, on va dire, vont chacun avoir leurs propres règles. Aux États-Unis, vous savez qu'il y a plus d'une cinquantaine d'États, soit effectivement donc l'Arizona, le Massachusetts, par exemple, et bien d'autres que vous connaissez certainement, Californie et j'en passe. Au sein de chacun de ces États, vous le savez, il y a un gouverneur, qui dirige l'État, en l'occurrence dans lequel il est élu, et qui donc très concrètement va avoir ses propres règles. C'est pour ça qu'aux États-Unis, par exemple, dans certains États, on va autoriser l'avortement, dans d'autres, on va l'interdire. Par exemple, dans certains États, il y a la peine de mort, dans d'autres, elle est interdite. Eh bien, il faut que vous imaginiez que l'Union européenne, c'est un petit peu le calque des États-Unis, c'est-à-dire qu'on va avoir effectivement un président de l'Union européenne qui équivaut à un Joe Biden aux États-Unis, en quelque sorte, et on va avoir tout un tas d'États membres qui ont chacun en fait leurs propres règles, en l'occurrence, mais qui vont tenter, et c'est là que nous avons une vraie différence avec les États-Unis, qui vont tenter d'harmoniser leur législation dans un sens commun, pour faire bloc, entre guillemets, c'est-à-dire que on va tenter d'avoir le plus possible donc de règles qui émanent de l'Union européenne et qui vont être communes, entre guillemets, à plusieurs États membres pour les rendre, je dirais, déjà plus justes, peut-être quelquefois plus forts, pour leur donner certains avantages économiques, voire des aides financières. Alors qu'aux États-Unis, c'est pas tout à fait pareil. L'État fédéral, en l'occurrence, peut avoir une politique relativement différente de chacun de ces États fédérés, comme vous l'avez compris. Il y a des règles dans l'État fédéral, aux États-Unis donc, qui ne peuvent pas, en fait, à un moment donné, perturber les règles de certains États fédérés. Joe Biden, par exemple, n'aurait pas le droit, du jour au lendemain, enfin il peut tenter de le faire, bien sûr, mais ça va être compliqué, il n'aurait pas le droit de dire que désormais, par exemple, la vente d'armes est interdite dans tous les États américains. C'est quelque chose, effectivement, sur lequel il se rendrait particulièrement impopulaire, notamment auprès des États en fait qui sont pro-vente d'armes aux États-Unis,
mais qui donc très concrètement ferait une véritable petite révolution à l'encontre de l'État fédéral dirigé par Joe Biden, notamment en ne l'élisant plus aux élections suivantes. C'est pour ça que le talent d'un président américain est d'arriver devant les institutions qui représentent les États fédérés. Donc, par exemple, aux États-Unis, c'est le Sénat, notamment. Ce talent d'un président américain, ça va être de réussir à obtenir le plus de consensus possible sur des sujets, on va dire, un petit peu sensibles. Mais un bon président américain, c'est aussi qu'il ne peut pas trop s'attaquer à certains lobbies. Par exemple, la vente d'armes, par exemple, le tabac, ou encore les militants avortement et anti-avortement. En gros, en France, on n'est pas tout à fait tributaire de tout ça. C'est-à-dire qu'on va avoir, si vous voulez, un socle commun de valeurs dans l'Union européenne. Et pour y adhérer à cette Union européenne, le plus possible de pays doivent les partager. Par exemple, ce serait difficile d'admettre au sein de l'Union européenne un État qui irait à l'encontre de la charte des droits fondamentaux à laquelle adhère l'Union européenne et qui est une charte pro-droits de l'homme, en l'occurrence. C'est pour ça, comme je vous le disais tout à l'heure, que certains pays qui ont une législation un peu, on va dire, dictatoriale ou un peu, on va dire, sinueuse par rapport aux droits de l'homme, qui pratiquent par exemple la torture, par exemple, ou je ne sais quoi d'autre, ces pays-là ne pourraient pas adhérer à l'Union européenne. C'est donc pas tout à fait la même chose, et c'est en ça qu'on dit que l'Union européenne n'est pas une véritable fédération comme aux États-Unis, puisqu'en fait, on va avoir un socle commun de valeurs, la volonté d'harmoniser les législations, et effectivement, pour le moment, en tout cas, des États membres qui vont conserver une certaine forme de souveraineté, tout en, je dirais, tout en adhérant à certaines valeurs communes de notre Union européenne. C'est pour ça d'ailleurs aussi que le président Charles Michel, président de l'Union européenne, est beaucoup moins, entre guillemets, on va dire, connu, populaire, entre guillemets, que Joe Biden, puisque quelqu'un qui dirige un État fédéral, lui, va avoir un véritable pouvoir qu'il peut imposer aussi aux États fédérés, on va dire, sur des domaines qui lui sont réservés, entre guillemets, des domaines économiques par exemple, voire même, s'il le souhaite, pourquoi pas un jour, comme je vous le disais, un président américain pourrait très bien interdire la peine de mort partout aux États-Unis, ça ferait une petite révolution, mais à la limite, c'est toute la force en fait d'une fédération et d'un bon président. Lincoln, par exemple, aux États-Unis, a été un bon président américain puisqu'il a réussi à obtenir l'abolition de l'esclavage, alors que toute une partie des États américains étaient pour l'esclavage, et vous savez que ça a donné lieu à une guerre, la guerre de sécession, qui a été effectivement magistralement, je dirais, orchestrée par Lincoln à l'époque, pour pouvoir aboutir à des accords, en l'occurrence, à un moment donné, sur l'abolition de l'esclavage. Et bon, en France, et au sein de l'Union européenne, Charles Michel, par exemple, n'a pas ce type de pouvoir à un moment donné qui consisterait à imposer à tous une sorte de diktat, en l'occurrence, et obligerait les États à abandonner quelque chose qui leur est cher. Il y a un grand principe au niveau de l'Union européenne qui s'appelle la subsidiarité, c'est-à-dire qu'en gros, avec le principe de subsidiarité, on laisse quand même une véritable marge de manœuvre aux États de l'Union, c'est-à-dire qu'on leur laisse le soin d'apprécier si un texte qui émane de l'Union européenne va pouvoir être appliqué et comment il va être appliqué, voire à quel moment il va être appliqué. Voyez, on a quelque chose de beaucoup plus, je dirais, diplomatique au niveau de l'Union européenne. Et du coup, un président qui est encore un petit peu effacé, mais qui va quand même impulser un tas de choses, quelquefois, dont on ne se rend pas compte, nous, citoyens français, parce qu'on n'est pas suffisamment proche des instances de l'Union européenne. Mais pourtant, il va falloir s'y faire, puisque l'Union européenne prend de plus en plus d'ampleur et impose de plus en plus de règles, on va dire, qui sont traduites dans notre droit français. Donc, attention, deux traités fondateurs, je vous l'ai mis, traité de l'Union européenne, traité sur le fonctionnement de l'Union. Sur ce fonctionnement de l'Union européenne, donc, on va avoir effectivement, entre autres, une Union européenne qui est dotée de la personnalité juridique, un président de l'Union européenne qui est élu pour 2 ans et demi, et un Parlement européen, donc, à l'image de notre Assemblée nationale, qui prend de plus en plus d'ampleur et de pouvoir. Je vais y revenir tout à l'heure quand on va parler un peu des institutions. On a également donc un drapeau et un hymne
Euh, l'hymne en fait de l'Union européenne, c'est l'hymne à la joie de Beethoven, et on a un drapeau effectivement que vous avez certainement déjà vu, qui est composé de 12 étoiles disposées en cercle sur un fond bleu. Ce drapeau, en fait, vous le voyez souvent flotter, en fait, quand on a notamment des sommets européens qui se mettent en place. Pourquoi 12 ? Ben, tout simplement parce que pendant très longtemps, d'abord, l'Union européenne a été composée de 12 États membres, c'est-à-dire que les grands traités ont surtout été négociés par les 12 premiers États qui y ont adhéré, et dont ne fait d'ailleurs plus partie, et c'est l'ironie de l'histoire, le Royaume-Uni. Et puis aussi parce que le chiffre 12 est très probablement un chiffre symbolique, on va dire, dans l'histoire de nos siècles. Alors, que dire maintenant sur l'Union ? Eh bien, il faut parler des fameuses institutions européennes. Vous aviez ces quelques slides, enfin, pardon, ces quelques photos. Alors j'aime assez, moi, que vous ayez un petit repérage comme ça des grands bâtiments, on va dire, qui nous régissent. J'en avais pas parlé pour la France, mais je vous invite à y jeter un œil. J'aime bien poser des petites questions comme ça, c'est-à-dire montrer une photo et demander en gros à quoi correspond tel ou tel bâtiment. Parce que l'architecture d'un bâtiment, c'est souvent révélateur de quelque chose de fort. Euh, bon, on les reconnaît quand même la plupart du temps assez facilement, mais les institutions européennes, au contraire, vous les voyez quasiment jamais. Autant vous voyez souvent le palais de l'Élysée, vous savez à quoi à peu près il ressemble, hein, notamment quand vous regardez les résultats des élections, vous avez toujours ce grand portail du palais de l'Élysée qui se présente à vous. Mais souvent, en fait, ce sont des bâtiments qui sont riches de sens en termes d'architecture, hein. Pour ceux qui s'intéressent à l'architecture, c'est pas n'importe quoi. Je vais vous montrer un petit peu du coup la solution de ces différents petits bâtiments. Hop, voilà, plus simple comme ça. Alors, ces bâtiments représentent nos institutions, hein, de l'Union européenne. Si on devait continuer ce cours avec une certaine logique et une certaine chronologie, après avoir fait ces quelques petits rappels fondamentaux de ce qu'est l'Union européenne, ce qu'il faut, c'est évoquer les institutions de l'Union. Ce qui sera d'ailleurs une première partie de ce cours d'aujourd'hui, qui comprendra une deuxième partie également sur tout simplement les règles qui sont adoptées au sein de l'Union européenne, ou en tout cas la forme des règles qui sont adoptées au sein de l'Union. Alors les institutions, tout d'abord, eh bien, ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est qu'en fait, c'est presque à l'image de toutes les institutions, je dirais, européennes. En France, vous vous rappelez qu'il y a donc un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. Nous les avions déjà évoqués. Le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir d'appliquer la loi. Le pouvoir, et puis aussi d'en être à l'initiative, hein, bien sûr. Le pouvoir législatif, c'est celui de voter la loi. Et le pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir donc de juger et donc de vérifier si les personnes ont bien respecté la loi. Alors, vous savez qu'en France, du coup, on a bien un président de la République, on a bien, du coup, un gouvernement, en fait, qui exécute les grandes orientations du président de la République. On a deux assemblées, hein, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui votent la loi, et on va avoir, bien sûr, derrière, des juges, via le pouvoir judiciaire, qui vont s'assurer en fait que la loi est bien respectée par les citoyens. Eh bien, vous allez voir qu'au niveau européen, c'est pratiquement la même chose, même si ça porte des noms différents. J'ai laissé de côté, mais je vous en ai parlé tout à l'heure, je dirais le président de l'Union européenne, et vous allez voir que je l'ai un petit peu remis malgré tout dans la liste de ces 4 grands monuments. On va prendre le premier, dans un premier temps, parce que c'est l'un des plus importants. Le premier bâtiment que vous avez sous les yeux ici, en fait, c'est la Commission européenne. Un bâtiment qui s'appelle le bâtiment Berlaymont, qui est donc à Bruxelles. Bruxelles, vous savez qu'en fait, c'est un petit peu le berceau de l'Europe. Tout simplement parce qu'en fait, beaucoup des pères fondateurs de l'Union européenne se rendaient régulièrement à Bruxelles ou étaient bruxellois ou belges. Mais pas que, hein, il faut aussi se dire que la position de la Belgique, d'un point de vue géopolitique, est intéressante, puisqu'en fait elle est un petit peu le carrefour, hein, de chaque État en fait, de l'Union. Elle est frontalière en fait de la France, de l'Allemagne,
de certains pays en fait qui composent notre Union européenne, elle était un petit peu le carrefour de l'Union en termes simplement géographiques, tout simplement. C'est pour ça qu'en fait, beaucoup d'institutions se situent à Bruxelles. C'est beaucoup plus commode, entre guillemets, même ne serait-ce que de réunir tout le monde dans un lieu qui est plus facile d'accès pour tous. Donc la Commission européenne, dites-vous bien que c'est surtout de cet organe-là que vous entendrez le plus parler dans les médias. La Commission européenne, c'est, entre guillemets, je dirais, un petit peu notre pouvoir exécutif, si vous préférez. C'est au sein de la Commission européenne que l'on va notamment commencer à initier en fait, les différents textes qui vont s'appliquer dans l'Union européenne au sein de chaque État membre. Ce pouvoir d'initiative, en quelque sorte, c'est un peu celui que notre gouvernement va avoir quand il s'adresse à l'Assemblée nationale pour faire voter une loi. Ce pouvoir d'initiative, c'est celui de la Commission européenne, mais c'est aussi, c'est pour ça que je vous parle de pouvoir exécutif, cette commission qui va être chargée d'appliquer les différents textes qui seront votés au sein de l'Union européenne. Donc à la fois elle a un pouvoir d'initiative et en même temps elle a un pouvoir d'exécution. C'est pour ça qu'en fait c'est l'organe, on va dire, dont on entend le plus parler. Le président de la Commission européenne, et la Commission européenne d'ailleurs, est désigné pour 5 ans. Alors en général, ça suit directement en fait les élections du Parlement. C'est-à-dire que le process est assez simple, c'est un petit peu comme en France, mais sauf qu'on démarre un peu à l'envers. On va d'abord en fait désigner dans chaque État membre les représentants en fait du Parlement européen, qui est l'organe, comme je vous le disais, démocratique par définition, puisqu'il est directement élu par les citoyens que nous sommes. Et la majorité en fait qui se dégage au niveau du Parlement européen va pouvoir du coup désigner le président de la Commission européenne. Vous voyez, c'est un petit peu comme en France en réalité, puisque vous le savez, le Premier ministre est directement issu de la majorité de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que vous le savez, quand on fait les élections législatives en France, une majorité politique ressort, et cette majorité, le président est obligé en fait de la République de désigner un Premier ministre qui est à l'image en fait de cette majorité parlementaire. C'est ce qui va permettre une stabilité et de ne pas renverser du coup le gouvernement tous les mois, grosso modo toutes les semaines, avec des motions de censure. Là, c'est un petit peu la même chose. On a un Parlement européen, on va dire, pour lequel on va voter. Un Parlement européen, vous le voyez effectivement justement ici. C'est le bâtiment numéro 3. Vous savez que la plupart des parlements en fait dans le monde sont souvent en fait en hémicycle circulaire en quelque sorte, de façon à ce que l'on puisse voir chaque représentant, que chaque représentant puisse se regarder et s'observer. C'est pour ça qu'on choisit souvent cette forme, on va dire, d'hémicycle pour les parlementaires. Eh bien, quand il y a les élections du Parlement européen, une majorité va ressortir, une majorité, on va dire, un parti politique majeur. On vote d'ailleurs au Parlement européen par parti politique. C'est-à-dire qu'il y a des partis politiques européens, il y a une extrême droite européenne, une extrême gauche européenne, il y a un centre européen, il y a un parti socialiste européen, il y a un parti de droite européen, enfin bref, on va avoir du coup toutes les tendances politiques qui portent des noms un peu différents, mais qui existent dans chaque pays de l'Union. Eh bien, cette couleur politique qui va ressortir, qui va être majoritaire, va permettre de désigner le président de la Commission européenne, qui donc a un rôle hyper important, vous vous en doutez, puisqu'il va représenter l'exécutif, en fait, pendant 5 ans. 5 ans renouvelables une fois. Alors, aujourd'hui, cette présidente, c'est Ursula von der Leyen, une présidente allemande, en l'occurrence, qui va être élue donc pour 5 ans, et qui a composé, en fait, entre guillemets, alors composé c'est un bien grand mot, il faut savoir qu'en fait, à la Commission européenne, il y a des commissaires européens. Donc chaque État membre va pouvoir donc, désigner, présenter la candidature d'un commissaire européen qui va ensuite effectivement travailler avec la présidente. C'est un petit peu du coup le reflet aussi de la démocratie européenne. Il y a donc 27 commissaires européens aux côtés donc de cette fameuse présidente. Pour travailler ensemble, chacun d'ailleurs au passage va surtout disposer d'une compétence. On va avoir un commissaire qui va être plus spécifiquement chargé, par exemple, de la politique agricole, par exemple.
hein. Chaque pays, du coup, propose quelque chose, effectivement, et si on n'arrive pas à se mettre d'accord, eh bien, il faut proposer, en fait, à nouveau des candidatures jusqu'à ce qu'on tombe d'accord. Voilà ce que c'est que cette fameuse Commission européenne, et ayez bien en tête que c'est un petit peu la plaque tournante de l'Union, hein. En l'occurrence, c'est un petit peu là que tout se joue et que tout se forge, entre guillemets, hein. C'est la Commission européenne qui va donc se charger d'exécuter, en fait, les textes qui sont votés au niveau de l'Union, qui va également donc les mettre en œuvre, hein, c'est-à-dire en gros les proposer, qui va en avoir une sorte d'initiative, après que le président de l'Union européenne, hein, ici Charles Michel, qui lui en revanche est élu pour 2 ans et demi. Alors pareil, hein, c'est une désignation effectivement qui n'est pas du tout arbitraire, hein, une désignation qui est normalement conforme en fait à une majorité démocratique, hein, tout simplement. Ce président, donc Charles Michel, va impulser, j'ai envie de dire, du coup, la plupart des réformes qu'il souhaite mettre en place au sein de l'Union. C'est plus un rôle, en fait, je dirais, symbolique, c'est un rôle relativement actif qu'il va avoir, dans la mesure où, d'une certaine façon, c'est un petit peu le diplomate qui va, je dirais, essayer de trouver un petit peu les différents travaux, en fait, à mettre en place pour harmoniser les législations de l'Union européenne. Outre le fait, bien sûr, qu'il représente l'Union, en fait, en tant que personne morale. Donc c'est pas n'importe quel rôle, bien sûr. Alors, cette fonction, bien sûr, qui est aujourd'hui pas du tout symbolique, hein, en l'occurrence, c'est une fonction malgré tout assez honorifique. C'est-à-dire que, bien sûr, que c'est une personne qui va avoir un impact assez important par rapport, en fait, justement, à l'impulsion des différentes règles qui vont s'organiser. C'est surtout lui qui préside la plupart des instances, par ailleurs. Mais disons qu'en fait, nous allons avoir du coup un initiateur qui va être relayé par sa commission européenne qui va donc se charger de retraduire un petit peu les grandes lignes d'une législature en quelque sorte, hein. C'est-à-dire que si une personne est nommée à cette fonction-là, on sait à peu près quel type de pouvoir, on va dire, ou quel type de projet elle va avoir pour l'Union européenne. Petite remarque du reste quand même, cette personne, Charles Michel, hein, va surtout avoir ce fameux rôle de représentation, on va dire, hein. Dites-vous bien qu'il y a quand même aujourd'hui tout un tas d'instances qui nécessitent d'être représentées par ce fameux président de l'Union européenne. Et de fait, c'est plutôt je dirais, cette fonction qu'il incarne le plus. Ayons également en tête que du coup, en fait, on va avoir peut-être à titre plus actif, entre guillemets, une autre personnalité qui va se charger peut-être d'initier la plupart des grandes réformes au niveau de l'Union. C'est une autre instance qui n'est pas représentée ici, mais qui va la plupart du temps, malgré tout, siéger en fait dans ce même bâtiment. En effet, je vous disais donc que la Commission européenne, c'est l'organe exécutif. Ce qui veut dire derrière qu'il y a bien un pouvoir législatif. Eh bien, la particularité du pouvoir législatif au niveau de l'Union européenne, c'est qu'il va être incarné par 2 instances. Un petit peu comme en France, on a l'Assemblée nationale d'un côté et le Sénat de l'autre, hein, comme vous le savez. Mais au niveau de l'Union européenne, on va avoir le Parlement européen, que vous avez ici, qui est donc, on va dire, l'organe le plus, je dirais, représentatif de chaque citoyen de l'Union européenne. Un Parlement européen où on va élire des eurodéputés pour un mandat de 5 ans. De toute façon, tout dure 5 ans, hein, au niveau de l'Union. En France, vous savez que dans les petites élections décentralisées qu'on a vu la dernière fois, c'est 6 ans. Ben, au niveau de l'Union, c'est 5 ans. Mais en France, vous le savez, pour les grandes institutions, que sont l'Assemblée nationale, le président de la République, entre autres, eh bien c'est 5 ans aussi, hein. Vous voyez on a essayé là encore d'harmoniser un petit peu les choses. Donc on a d'un côté l'élection des eurodéputés en fait au Parlement européen, pouvoir législatif, Parlement européen qui va donc avoir des attributions de vote des textes qui lui sont soumis par la Commission européenne, laquelle la plupart du temps en fait a des instructions de la part de son président européen, en l'occurrence Charles Michel. Eh bien, oui, effectivement, ce Parlement va voter ces fameux textes, qu'on n'appelle pas des lois, hein, on le verra tout à l'heure, mais par exemple des règlements ou des directives.
Et ce Parlement, en l'occurrence, va partager le pouvoir législatif avec le Conseil de l'Union européenne. Alors faites attention, c'est là qu'il peut y avoir un petit peu de confusion. Il y a donc au niveau de l'Europe le Conseil européen, qui est présidé par Charles Michel, et qui est entre guillemets un petit peu l'équivalent de notre président de la République. Si vous préférez, dans le Conseil européen, on va avoir donc le président et tous les chefs d'État de l'Union européenne, tout simplement. Donc c'est un organe qui est assez important, mais dites-vous qu'un Conseil européen, c'est-à-dire la réunion de tous les chefs d'État de l'Union européenne, c'est très occasionnel. On réunit en fait dans ce qu'on appelle un sommet européen ou un Conseil européen tous les chefs d'État une fois par an, peut-être, potentiellement. Et effectivement, dans cette réunion, on va avoir des grands projets qui vont ressortir, si vous voulez. Dites-vous bien que du coup, en fait, la plupart du temps, c'est pas le Conseil européen qu'on va réunir, mais davantage le Conseil de l'Union européenne, le CUE. Le Conseil de l'Union européenne, qui n'est pas représenté ici, mais qui va siéger la plupart du temps à cet endroit-là, le Conseil de l'Union européenne va réunir plutôt les ministres concernés par un texte à voter. On va réunir, par exemple, tous les ministres de l'agriculture quand on va, par exemple, devoir voter un texte sur l'agriculture au sein de l'Union européenne. Voyez ? Donc, le Conseil de l'Union européenne va avoir, entre guillemets, un rôle pour adopter également ces fameuses règles et les voter. Vous voyez ce que je veux dire ? En gros, si vous préférez, on a le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne qui sont les pouvoirs législatifs. Mais alors, il y en a un qui est plus démocratique que l'autre, c'est le Parlement européen, puisqu'en fait, les députés qui le composent sont directement élus par les citoyens que nous sommes au suffrage universel. Vous voyez ? C'est pour ça que le traité de Lisbonne, dont je vous parlais tout à l'heure, a renforcé les pouvoirs du Parlement européen, justement pour le mettre exactement au même niveau dans le vote de la loi, alors ça s'appelle pas une loi, mais une directive par exemple, pour le mettre au même niveau que le Conseil de l'Union. Deux instances qui partagent le pouvoir législatif. Alors, on le verra tout à l'heure, avec des règles particulières pour adopter les textes. Mais en tout cas, des projets qui peuvent faire navette entre ces deux structures. Vous voyez ? Comme en France, les textes de loi font navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est la même chose. Et effectivement, depuis donc les derniers traités, eh bien, ces deux institutions sont sur un pied d'égalité. Alors qu'avant, le Conseil de l'Union européenne pouvait, entre guillemets, avoir le dernier mot sur un texte. C'est pas comme en France, c'est pas l'organe le plus démocratique qui a le dernier mot, là c'était le Conseil de l'Union. Mais depuis en fait les derniers traités, pratiquement sur tous les domaines, je dis bien pratiquement parce qu'il y a encore des petits domaines réservés entre guillemets, mais pratiquement sur tous les domaines, on cherche à avoir un projet, on va dire, qui soit commun aux deux pour être adopté, et si on n'en trouve pas, le projet est rejeté, tout simplement. Alors, ce Conseil de l'Union européenne, c'est forcément quelque chose d'assez important. Le président du Parlement européen, David Sassoli, que vous avez ici, donc, qui est élu pour 5 ans, lui, il dirige son Parlement comme, en France, le président de l'Assemblée nationale, si vous préférez. Alors qu'au Conseil de l'Union européenne, cet organe où on va réunir les ministres concernés, eh bien, on va avoir une présidence tournante. C'est-à-dire qu'en gros, pendant 6 mois, ça va être un tel pays qui va présider le Conseil de l'Union, puis les 6 mois suivants, ça va être un autre pays qui va présider le Conseil de l'Union européenne. Vous voyez, présidence tournante, pour faire en sorte justement que chacun, à un moment donné, puisse, même pour les petits pays, diligenter certains débats. C'est donc une instance assez importante, vous l'avez compris. En ce moment, c'est le Portugal qui préside le Conseil de l'Union européenne, et il le présidera jusqu'au 30 juin 2021. À partir du 30 juin 2021, eh bien, on aura donc un nouveau président pour ce Conseil, qui sera en l'occurrence la Slovénie. Et on tourne comme ça tous les 6 mois. Je dirais c'est assez intéressant de changer. Et vous comprenez bien du coup qu'en fait la personnalité politique qui va occuper ce rôle stratégique, forcément, va avoir un poids important dans le vote des décisions. Quand la France en fait a été présidente du Conseil de l'Union, en l'occurrence par exemple Nicolas Sarkozy, quand il était président de la République,
à exercer en fait ce rôle, puisque en fait on n'avait pas encore à l'époque un président de l'Union, un président pardon européen. Nicolas Sarkozy, c'était en 2009, et la présidence en fait européenne, Charles Michel en l'occurrence, hein, ça a commencé justement en 2009. Donc à l'époque, le rôle était encore plus important pour celui qui présidait le Conseil de l'Union, puisque en fait c'était celui qui en quelque sorte même représentait pratiquement toute l'Union européenne. Maintenant, on a plutôt effectivement quelque chose d'un peu plus modéré, un président du Conseil de l'Union européenne qui, pendant 6 mois, va tenter effectivement de faire passer certaines réformes, on va dire, qui va présider en fait au débat et qui va tenter donc de mettre d'accord la plupart des représentants, en tout cas de l'exécutif, de chaque pays membre. Vous voyez. Deux organes, donc le Parlement européen, le Conseil de l'Union, qui sont chargés du pouvoir législatif, pratiquement sur un pied d'égalité. Il faut bien avoir ça en tête, en sachant que pour certaines décisions plus exceptionnelles, il arrive que le Conseil de l'Union ait le dernier mot, mais c'est rarissime aujourd'hui. Tout comme il arrive d'ailleurs pour certaines matières ou certains contextes, que le Parlement européen puisse également avoir de temps en temps le dernier mot. Par exemple, quand on vote l'adhésion d'un nouvel État membre au sein de l'Union, eh bien, le Parlement européen est obligé d'être d'accord, entre guillemets, pour son adhésion. On ne peut pas faire sans l'accord du Parlement européen, qui dispose en quelque sorte d'un vrai pouvoir de veto, du coup, si vous préférez. Et enfin, donc, parmi les institutions, on a ces fameuses tours, ici. Alors, ça aurait pu être la Banque Centrale Européenne, puisque c'est également une tour, comme la plupart, en fait, des instances bancaires dans le monde. Mais là, en l'occurrence, ce sont plutôt les organes juridictionnels, les tours de la justice. Alors, il y a plusieurs cours de justice dans l'Union, il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle le tribunal, qui est une sorte de juridiction de premier degré. Vous savez, comme en France, on a le tribunal judiciaire et la cour de cassation. On a effectivement au niveau européen un tribunal de première instance, qui est surtout chargé de certains petits litiges, voire quelquefois des litiges relatifs à la fonction publique européenne. Et on va surtout avoir la Cour de justice de l'Union européenne, qui siège donc au Luxembourg, et alors là, qui est une véritable cour magistrale, on va dire. Vous allez avoir effectivement du coup différents recours qui vont pouvoir s'y exercer, et il est important, je pense, de les connaître. C'est une juridiction très particulière. Alors, il y a autant de juges à la Cour de justice que de pays membres. C'est-à-dire qu'on va avoir du coup là encore une représentation la plus juste possible de la voix de chaque État membre au niveau de la justice. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la Cour de justice de l'Union, il y a 4 recours possibles. On peut recourir à la Cour de justice de l'Union pour 4 types de recours. On a tout d'abord le recours classique qui existe dans chaque pays, dont le nôtre, le recours en annulation. C'est-à-dire, en l'occurrence, par exemple, le fait qu'un texte européen, à un moment donné, heurte une personne dans un État membre, en l'occurrence, qui décide de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, tout simplement pour le mettre à l'écart ou le faire annuler dans le contexte qui la régit. Par exemple, on pourrait imaginer que les chasseurs, un collectif de chasseurs en France, s'oppose à la période autorisée de la chasse telle qu'elle a été décidée, en fait, dans une règle qui émane de l'Union européenne. Ce collectif de chasseurs va directement saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour faire état d'un préjudice vécu par eux-mêmes et pour faire écarter ce texte qui les concerne peut-être plus directement, en sachant qu'il est possible qu'au niveau de l'Union européenne, on prenne une décision qui concerne un État membre en particulier, et donc une catégorie de personnes en particulier. Et cette catégorie a le droit de saisir la Cour de justice pour faire écarter du coup ce fameux texte. Ça s'appelle un recours en annulation. Un recours assez classique. Comme c'est un texte européen, on n'est même pas, j'ai envie de dire, contraint pour la spécificité de ce texte de saisir d'abord en fait un tribunal français, puisque le tribunal français aurait juste à dire, en gros, c'est un texte européen, adressez-vous à la Cour de justice européenne. Voyez, c'est pas pareil en gros que le filtre que l'on va avoir en France au Conseil constitutionnel, par exemple. On est obligé d'abord de passer par certains tribunaux français. C'est pas
pareil non plus, par exemple, que la Cour européenne des droits de l'homme, dont je vous disais qu'il fallait d'abord être passé en France par la Cour de cassation pour la saisir. Bon, en France, pour saisir la Cour de justice de l'Union, il suffit simplement qu'une décision impacte directement une catégorie de personnes et qu'elle soit directement issue d'une règle européenne. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Le recours en annulation est un recours, somme toute, assez classique. Il y a 3 autres recours possibles, c'est pour ça que j'attire votre attention dessus. Il est possible de saisir la Cour de justice de l'Union en vertu de ce qu'on appelle un recours en manquement. Alors le recours en manquement, c'est très spécifique, c'est tout simplement en fait quand un État membre, la France par exemple ou un autre, ne respecte pas une norme qui émane de l'Union européenne. Par exemple, lors des différentes instances que vous avez au-dessus, là, le Parlement, la Commission, bien on va par exemple voter un texte que chaque pays de l'Union va devoir traduire dans sa législation. Et la France ne le fait pas. Eh bien, il est tout à fait possible de saisir dans ce cas-là, de saisir la Cour en fait, de justice pour que la France soit contrainte d'adopter le texte qu'elle doit normalement prendre en compte. Alors juste une petite remarque, lorsque le texte est annulé, ça dépend, c'est pour répondre à votre question, quand il y a donc une annulation, je reviens sur le cas précédent, l'annulation d'un texte, par exemple. Normalement, il ne vaut que pour la personne qui a saisi en fait la Cour de justice. Il pourrait éventuellement concerner tout le monde si le texte en question avait une portée générale. Mais alors, on verra tout à l'heure que dans l'Union européenne, vous avez des textes qui ont une portée qui est valable pour tous les États membres, et vous avez des textes qui n'ont une portée que pour un État membre, ou 2 États membres, ou une catégorie de personnes d'un État membre. Donc tout dépend du destinataire, en quelque sorte. Alors sur ce recours en manquement, dont je vous parlais ensuite, donc, c'est le fait qu'un État membre, du coup, ne respecte pas, en quelque sorte, les dispositions de l'Europe. Sur ce recours en manquement, qui saisit? Eh bien, ça peut être un citoyen de l'État membre qui est concerné et qui considère que la France, par exemple, si c'est elle, aurait dû adopter, en fait, un texte européen ou le traduire dans notre système à nous, parce que, justement, lui y voit des bénéfices ou des avantages. Ça peut être également, tout simplement aussi, la Commission européenne. La Commission européenne a tout à fait le droit de saisir la Cour de justice et de dire la France ne respecte pas les engagements de l'Union. Et du coup, la Cour va prendre une décision qui va condamner la France et l'obliger à adopter effectivement la législation européenne, faute de quoi, en l'occurrence, elle risque de s'exposer à des amendes, par exemple, assez contraignantes et assez fortes. Eh bien, vous avez aussi le contraire. Troisième type de recours, c'est ce qu'on appelle le recours en carence. Alors c'est l'inverse. C'est en fait, d'une certaine façon, les institutions européennes, par exemple la Commission, qui n'adoptent pas certains objectifs fixés par les traités d'origine de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un petit peu comme un président européen qui ne tiendrait pas ses promesses. C'est-à-dire, on avait dit qu'on allait, par exemple, adopter un règlement ou une directive sur tel domaine, et il se trouve que l'Union européenne ne l'a pas fait. Ou alors, par exemple, on avait dit qu'on allait débloquer des sommes d'argent pour être solidaire envers des pays en difficulté, et, en l'occurrence, les institutions communautaires n'ont toujours pas débloqué les fonds. Eh bien, le pays qui est concerné par ces aides a le droit de saisir du coup la Cour de justice en vertu de ce qu'on appelle un recours en carence. Vous voyez que c'est l'inverse du manquement, c'est l'Union qui ne respecte pas les objectifs qu'elle avait convenus à l'origine. Et alors enfin, quatrième recours possible, c'est ce qu'on appelle la question préjudicielle. Alors je vous enverrai de toute façon tout à l'heure, vous verrez d'autres slides en fait sur lesquels on reprend un peu tout ça, mais sous forme de questions. Vous pourrez compléter si vous voulez, mais ça vous donnera aussi quelques mémos, quelques points de rappel à avoir justement en tête. La question préjudicielle, c'est quoi? Eh bien, vous connaissez, on l'a déjà vu maintenant, la question prioritaire de constitutionnalité, la QPC. On avait vu ça il y a 1 ou 2 séances. Elle concerne en France le Conseil constitutionnel. Et je vous avais dit par exemple qu'un citoyen pouvait saisir le Conseil constitutionnel pour un texte qu'il estime contraire à notre Constitution.
auquel cas, eh bien, le tribunal français qui est concerné par l'action en justice va devoir transmettre au Conseil constitutionnel la question justement de la personne en litige pour essayer de savoir si elle est bien conforme à la Constitution. Eh bien, la question préjudicielle au niveau européen, c'est un petit peu la même chose. On a affaire, si vous voulez, à, on va dire, un litige qui oppose des personnes françaises et pour lesquelles on va invoquer, par exemple, un texte européen. Ça peut arriver qu'un texte européen, une directive européenne, par exemple, soit invoqué dans le cadre d'un litige en France. Ça peut arriver, du coup, qu'on ne la comprenne pas, cette directive, et que l'on doive demander son interprétation à la Cour de justice de l'Union. La question préjudicielle, si vous voulez, eh bien, elle suspend un litige en cours dans un État membre, notamment, dans lequel il est question justement d'une règle européenne, et du coup, comme on ne sait pas comment interpréter cette règle européenne, on suspend le procès, on envoie à la Cour de justice qui nous donne son interprétation de la règle européenne, qui la renvoie du coup au juge français, par exemple, si c'est la France, et on va devoir s'aligner sur l'interprétation de ce qu'a dit la Cour de justice de l'Union européenne pour appliquer le texte. Vous voyez ? C'est ça une question préjudicielle, c'est comme une espèce de question en interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire que ce texte? Est-ce qu'il nous concerne? Est-ce qu'on est hors la loi si on ne l'applique pas? À quel moment on doit l'appliquer? Etc., etc. Voilà ce que représente la question préjudicielle. Un texte un petit peu à part, un recours un peu à part, mais qui existe et qui est fréquemment posé parce que souvent les textes européens, on a du mal tout simplement à les décoder ou à les déchiffrer. Voilà en gros les 4 types de recours qui peuvent exister au sein de ces fameuses institutions. Alors, on a laissé de côté une autre personne qui est une institution à elle toute seule, et pourtant c'est une personne physique. C'est ce qu'on appelle en Europe, dans l'Union européenne, le haut représentant aux affaires étrangères. Haut représentant aux affaires étrangères. Vous avez peut-être déjà un peu entendu parler si vous avez un peu écouté les médias. Bon, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères, c'est un poste un petit peu stratégique, puisque c'est un poste à teneur diplomatique. Il est tenu actuellement par un certain Josep Borrell, qui donc, en l'occurrence, a été désigné en même temps d'ailleurs que lors des élections au Parlement. Vous voyez que tout part de là, en fait. Donc, en l'occurrence, enfin pas récemment, mais le 1er décembre 2019. Et il va être titulaire de ce mandat pendant 5 ans. Cette personne, en l'occurrence, donc, va être chargée tout simplement de représenter l'Union dans la diplomatie, en fait, européenne et dans le monde même. C'est un petit peu, si vous préférez, le secrétaire général du Conseil de l'Union. C'est un petit peu une personne qui va être là au sein de chaque instance. Il est présent quelquefois à la Commission européenne, il peut être présent au Conseil de l'Union. C'est une personne qui donc du coup va avoir un rôle important dans la négociation de certains accords au niveau du monde, un poste assez symbolique mais assez fort, en l'occurrence, quelqu'un qui connaît parfaitement bien les traités de l'Union, par ailleurs, et du reste, un rôle de diplomate et de négociateur hors pair. C'est une personne aussi qui du coup va coordonner la politique de sécurité et de défense dans l'Union, ce qui est quand même pas rien. C'est un petit peu une sorte de pilier du coup dans l'Union européenne. C'est un petit peu, si vous préférez aussi, le rôle du secrétaire d'État américain, qui souvent en fait est la personne qui agit à titre symbolique pour la négociation des traités, de certains accords, qui va tenter d'obtenir la paix dans certains pays aussi quelquefois. En bref, un rôle qui a une importance assez singulière au niveau de l'Union européenne et, ma foi, un poste assez reconnu aujourd'hui, qui occupe grandement la personne qui en est titulaire. Au niveau de l'Organisation des Nations Unies, c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu le rôle du secrétaire d'État des Nations Unies. Ce type de haut représentant, en fait, on va dire pendant 5 ans, une vie bien mouvementée, entre guillemets, vous vous en doutez. Mais enfin, en même temps, c'est très bien payé. C'est un poste je crois que le haut représentant en fait de l'Union européenne doit être payé autour de 25 000 euros par mois, c'est ce qui est quand même pas rien. Il paye un petit peu le double de notre président de la République en France. En règle générale, de toute façon, et c'est un sujet à part, une petite parenthèse, les postes européens sont très bien rémunérés.
D'abord parce qu'il y a beaucoup de contraintes de déplacement, entre autres, beaucoup de responsabilités aussi, hein, au passage, dans la négociation, et carrément des mini-bureaux qui leur sont mis à disposition avec des assistants, un peu comme en France, en fait, un député peut avoir un assistant parlementaire. Beaucoup d'avantages qui ont été très critiqués et décriés, hein, dans le monde, dans la mesure où certains représentants au Parlement européen, par exemple, n'y vont pas forcément siéger, mais pourtant continuent à bénéficier du traitement assez important, financièrement parlant, de ce que cela implique. C'est-à-dire que quelquefois, ils sont simplement représentés et considèrent que c'est largement suffisant, en fait, pour pouvoir bénéficier de la rémunération qui va avec. Vous vous doutez bien, du coup, qu'aujourd'hui, cette fonction-là est de plus en plus contrôlée, hein, la présence notamment des eurodéputés, ainsi que tous les frais en fait qu'ils occasionnent, je pense, vont être de plus en plus en fait épluchés, car beaucoup de dénonciations ont eu lieu en la matière, hein, bien sûr. Voilà en gros ce que représentent aujourd'hui les institutions de l'Union européenne, avec un processus de vote qu'on va revoir là justement dans la partie qui va suivre. Et un processus de vote qui est un petit peu particulier, comme vous vous en doutez. Alors, je vous avais mis une dernière petite diapo dans ces quelques slides. En l'occurrence, je vais y revenir d'ailleurs. Hop, c'était... Alors là, c'est pas la bonne. Tac. Je suis pas dans la bonne partie. Juste un petit instant. Je reviens sur la présentation de départ. Voici. Je vous avais mis une petite, voilà, une petite diapo que je trouvais assez symbolique et assez drôle. C'est un schéma, en fait, qu'on pourrait qualifier de caricature, on va dire, mais qui avait été fait par un humoriste anglo-saxon, pour essayer de montrer ce que ça peut représenter, en fait, qu'une union d'États, on va dire. À l'époque, si vous voulez, on avait justement ici, vous le voyez, des États qui étaient complètement indépendants au niveau de l'Europe, on va dire, et on avait un gros bloc en parallèle qui était le bloc russe, qui était à l'époque une fédération en fait de plusieurs États. Et on a vu en fait avec l'histoire que aujourd'hui en fait c'est un petit peu l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que c'est l'Europe qui s'est constituée en fait en union et la Russie en fait qui s'est complètement disloquée. Alors qu'est-ce que souligne un petit peu cette caricature? Que veut montrer le dessinateur? Et c'est, croyez-moi, toujours d'actualité. Bah, c'est tout simplement que plus on cherche quelquefois à unir, à un moment donné, plus on se heurte aussi à la souveraineté de certains pays qui veulent revendiquer en fait leur identité, leur appartenance, leur culture, et qui vont quelquefois finalement rentrer littéralement en conflit avec le bloc uni, on va dire, pour reprendre leur indépendance. C'est exactement ce qui s'est passé en Russie. À un moment donné, en fait, la plupart des petits pays qui la composaient, la Moldavie, l'Ukraine, la Géorgie, les pays baltiques, ont voulu reprendre tout simplement leur indépendance par rapport à une Russie qu'ils estimaient trop oppressante. Et l'URSS est devenue, en fait, tout simplement, aujourd'hui, tout simplement tout un bloc d'États, on va dire, qui ont repris leur autonomie. La Russie, en fait, redevenant une puissance certes tout aussi importante, mais pas du tout, en fait, aussi importante que quand elle représentait un bloc uni. Eh bien, c'est ce qui peut arriver à un moment donné à certaines fédérations, c'est-à-dire que plus on cherche à abandonner du pouvoir, entre guillemets, à un organe qui est un petit peu unique, plus le risque, c'est que ça déplaise aux citoyens à un moment donné et que ceux-ci, en fait, euh, ne s'y retrouvent plus, au point de vouloir en sortir. Et comme je vous le disais, c'est tout à fait d'actualité quand on voit par exemple ce qui s'est passé avec le Royaume-Uni, qui a provoqué en fait tout simplement sa sortie de l'Union européenne et personne n'y croyait. C'est-à-dire que personne n'aurait cru à l'époque, quand le Premier ministre c'était David Cameron, hein, juste avant la sortie du Royaume-Uni, celui-ci ne croyait pas en fait qu'à un moment donné, il y aurait un vote des parlementaires représentant des citoyens qui réclamerait la sortie en fait de l'Union européenne, parce que tout le monde se disait l'Union c'est un trop beau projet, il y a trop d'avantages à en tirer, c'est pas possible de sortir de là. Et pourtant, vous voyez ce qui s'est passé, le Royaume-Uni en est sorti, et beaucoup craignent un effet contagion entre guillemets hein, de la sortie du Royaume-Uni. C'est pour ça qu'en fait on est en train de revoir aussi un petit peu les curseurs et les diplomates aujourd'hui qui composent la Commission européenne marchent un peu sur des œufs, c'est-à-dire qu'ils doivent aussi faire en sorte de ménager un petit peu ce que les États estiment nécessaire et intouchable par rapport à leur propre législation.
Donc, à avoir un petit peu, je dirais, à l'esprit ce trait d'humour, on va dire, et une vigilance à avoir hein, quand on s'unit en fait au sein d'un bloc et qu'on est des pays qui ont une histoire très riche, très forte. Eh bien, la limite en fait de tout ça, c'est de ne pas vouloir abandonner ou laisser de côté de trop sa souveraineté. Je partage du coup un autre document avec vous qui pourra, comme je vous l'ai écrit, je vais vous l'envoyer, hein, bien sûr, si vous le souhaitez, là encore, faire l'objet, pourquoi pas, d'un petit bonus pour ceux qui veulent rendre et qui n'ont notamment jamais rendu. Alors, concrètement, les normes au niveau de l'Union européenne, c'est notre autre partie, après donc les institutions que l'on vient de voir, les normes au sein de l'Union européenne. Pourquoi les normes? Parce qu'on n'appelle pas ça des lois au sein de l'Union européenne, et comment en tout cas elles sont votées. Eh bien, c'est un petit peu pareil qu'avec la France. En France, vous vous rappelez qu'en fait, il y a bien un président de la République, ici, hein, qui fixe les grandes orientations politiques, puis ensuite une initiative, avec le dépôt d'un projet au Parlement. Cette initiative, souvent, appartient aux parlementaires, mais elle peut aussi appartenir au gouvernement, avec ensuite un vote de la loi, des députés et des sénateurs, et une promulgation de la loi par le président de la République, puis une publication au journal officiel. Ça, c'est notre procédure législative en France, la plus courante. Bien, au niveau de l'Union européenne, il faut vous dire que c'est un petit peu la même chose, 4 phases également, que vous pourrez vous-même, d'ailleurs, si vous le souhaitez, essayer de trouver, mais vous allez voir qu'elles sont simples, hein, je vais vous les résumer. Au niveau de l'Union européenne, c'est pareil, on va avoir un président du sommet européen, du Conseil européen, Charles Michel, qu'on a cité tout à l'heure, qui va justement fixer de grandes orientations politiques. Par la suite, on va avoir un pouvoir exécutif, incarné en l'occurrence par notre Commission européenne, qui va donc se charger donc de déposer un projet de normes, en l'occurrence, aux parlementaires européens, qui vont se charger de voter la loi, et alors vous le savez, c'est à la fois le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne qui doivent voter la loi, pour ensuite la voir exécutée par la Commission européenne, qui reprend donc en l'occurrence la main à la fin. C'est pareil, on a un partage dans le processus effectivement du vote des normes, du pouvoir exécutif, progressivement donc au pouvoir législatif ici, puis ensuite retour à l'exécutif qui se charge de l'application du texte, en l'occurrence ici incarné par la Commission européenne. C'est un petit peu la même chose. Et alors les similitudes vont très loin, hein. C'est-à-dire que vous savez qu'en France par exemple, l'Assemblée nationale vote le budget, eh bien au niveau européen, le Parlement européen vote le budget. C'est exactement la même chose. Vous savez qu'en France, l'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement avec ce qu'on appelle une motion de censure. On l'avait déjà vu, c'est l'article 49.3. Eh bien, au niveau de l'Union européenne, le Parlement européen, et lui seul, attention, en France le Sénat n'a rien à dire, et bien, au niveau européen, le Conseil de l'Union n'a rien à dire non plus. Au niveau de l'Union européenne, le Parlement européen peut renverser la Commission européenne avec également une motion de censure qui se vote, alors en France, vous savez, une majorité très élevée, puisque c'est une majorité des 3/5, eh bien, au niveau européen, c'est une majorité des 2/3. La Commission européenne peut déposer une motion de censure contre la Commission, le Parlement contre la Commission, à une majorité de 2/3. Sachez que, jusqu'à présent, ça n'a jamais abouti. On a tenté de le faire à une époque, avec une commission qui a failli être renversée, mais on n'est pas allé au bout de la motion de censure, dans la mesure où les gens de la commission ont démissionné d'eux-mêmes, sans que le process aille à terme. Donc jusqu'à présent, jamais arrivé, pour une raison simple, c'est que le président de la Commission européenne est normalement issu de la majorité du Parlement européen, normalement. Donc ça ne peut quasi jamais arriver, mais ça pourrait. Mais on a mis une majorité suffisamment forte, là encore, pour ne pas trop déstabiliser les institutions européennes. Vous voyez qu'en fait, on est un petit peu, entre guillemets, à l'identique des prérogatives de chacun et d'un processus qui est quasiment calqué et le même dans tous les pays de l'Union européenne. Alors ce processus s'appelle le processus législatif ordinaire, le PLO. Tout comme en France, on a un processus de vote législatif ordinaire.
tout à fait classique, tel qu'il vous est décrit ici. Hein. Niveau européen, là, on va avoir donc différentes normes, que je vous ai d'ailleurs inscrites ici. On ne les appelle pas des lois, c'est là qu'il y a une petite particularité. Au niveau européen, il y a 4 types de textes. Juste, petite parenthèse, avant de revenir sur ces 4 types de textes, je reviens juste sur mon schéma de départ, là, ici. Pour une raison simple, c'est qu'on va avoir, en fait, si vous voulez, des instances qui votent, l'air de rien ici. Alors, on vote au Parlement de façon assez classique. Vous avez, en fait, un certain nombre d'eurodéputés, en fait, au Parlement européen. Ils sont 751. Vous allez avoir, effectivement, du coup, un vote sur une norme, qui sera un règlement, une directive, peu importe, à la majorité, tout simplement. Hein. Le texte passe lorsque la majorité, en fait, des votes est atteint, la majorité absolue. Hein. Il faut avoir plus de 50% des voix, tout simplement, hein, normalement. Alors, comment ça se passe, par contre, au Conseil ? Comme je vous disais, le Conseil de l'Union partage le pouvoir législatif avec le Parlement. Comment est-ce qu'on vote quand on est, en l'occurrence, au Conseil de l'Union européenne ? Eh bien, Conseil de l'Union, je vous disais tout à l'heure, en fait, on va avoir des représentants, ministres, hein, en l'occurrence, qui émanent, en fait, tout simplement de chaque État membre. Et ce sont les ministres, en fait, qui sont les ministres concernés. Donc ça, c'est plutôt un point qui est nécessaire à avoir à l'esprit. On va avoir donc une réunion de chacun des ministres qui sont concernés. Et ensuite, on va avoir donc tout simplement un vote sur le texte qui est soumis. Il est passé par le Parlement européen, on l'envoie au Conseil de l'Union. Comment font chacune des personnes qui sont présentes pour voter ? Et comment surtout le texte va passer ? Eh bien, depuis en fait le traité sur le fonctionnement de l'Union, qui est entré donc en vigueur, je vous le rappelle, en 2009, alors plus particulièrement, on a attendu quand même une transition. On a attendu 2017 pour adopter ce nouveau mode d'adoption des règles. Eh bien, au Conseil de l'Union, depuis en fait principalement 2017, puisque c'est surtout là qu'en fait on a commencé à appliquer une nouvelle législature, eh bien, on a pardon, je crois que c'est 2014, peu importe. En tout cas, actuellement, on va dire, comment ça se passe ? Le texte est adopté s'il est atteint une double majorité, à savoir en l'occurrence, ce qu'on appelle une majorité qualifiée d'ailleurs au passage, hein, à savoir donc qu'il faut qu'il y ait au moins 55% des membres du Conseil qui votent le texte, et qu'en plus ces 55% qui votent le texte représente une population de 65% de la population de l'Union européenne. En gros, ça veut dire, je répète, 55% des membres du Conseil doivent adopter la règle, ce qui est une forme de majorité absolue. C'est-à-dire qu'en gros, sur les 27 ministres qui seront concernés, il faut qu'il y en ait donc au moins 15 qui adoptent le texte. Et qu'en plus, parmi, donc, que tous les 15, en fait, représentent un certain nombre d'habitants, de population, on va dire, puisqu'en fait, ces personnes doivent rassembler 65% de la population de l'Union. En gros, cette double majorité fait que, d'une certaine manière, on va avoir une vraie représentativité citoyenne. Mais alors, ça présente aussi une forme d'inconvénient, dans la mesure où, en fait, l'Allemagne, par exemple, la France, qui sont des pays extrêmement peuplés. Vous savez qu'on a pas loin de 90 millions d'habitants en Allemagne, on n'a pas loin de 70 millions d'habitants en France. Rien que ces deux pays, en fait, déjà à eux seuls, vont représenter pratiquement un tiers de la population européenne. Vous imaginez, en fait, du coup, à quel point ça fausse les choses. C'est-à-dire qu'il suffit qu'en fait, déjà, ces deux pays soient d'accord, d'une certaine façon, pour qu'on atteigne pratiquement, en fait, en s'alliant, en fait, à d'autres pays, on va dire, quelques autres pays, qu'on adopte le texte. Alors, comment on a trouvé ça relativement injuste ? Eh bien, on a fait en sorte que lorsque ces deux pays, en fait, se mettent d'accord pour adopter une règle, il faut qu'ils soient au minimum d'accord avec un certain nombre d'autres pays pour justement, en fait, assurer une forme de représentativité nationale, européenne, entre guillemets, une véritable image de ce que représente la population au sein de l'Union. Donc tout cela est relativement bien pensé et relativement simplifié, puisqu'avant, en fait, on avait un système qui était un peu plus injuste, dans la mesure où
eh bien chaque pays membre, en fonction en fait de sa population, avait d'emblée un certain nombre de voix. Ce qui était un petit peu injuste dans la mesure où des pays, petits pays par exemple comme le Luxembourg, qui ont une population assez réduite par rapport à la France et à d'autres pays, disposaient seulement de 2 ou 3 voix en fait au Conseil de l'Union. Pour justement qu'il y ait un petit peu plus de justice et d'équité dans le processus de vote, eh bien on a fait en sorte maintenant qu'il y ait cette fameuse double majorité, puisqu'en fait désormais donc le représentant luxembourgeois qui est donc au Conseil de l'Union doit pouvoir voter également de façon équitable et a une voix qui est pleine et entière, comme chacun des pays, ce qui va représenter cette première majorité de 55%, on va dire, hein, qui concourt activement. Et ensuite, effectivement, on rajoute ce correctif lié à la population, mais en s'assurant quand même qu'il y ait un certain nombre d'États membres votants quand la France et l'Allemagne, notamment, sont réunis dans une décision commune. Voilà en gros comment ça se passe au niveau de ce vote, au niveau du Conseil de l'Union, en plus du vote des parlementaires. Suite à cela, une fois que le texte est voté, donc comme je vous le disais, il est renvoyé à la Commission pour qu'il puisse être appliqué. Alors, je vous le disais, il existe 4 types de normes au niveau européen. En France, on a la loi, donc c'est pas très compliqué en fait. Au niveau européen, on a 4 types de normes. Et vous allez comprendre pourquoi c'est pas très compliqué. On a tout d'abord ce qu'on appelle le règlement européen, qui a une particularité dans la mesure où il s'applique à tous au niveau de l'Union. C'est un texte, on dit, de portée générale dans les États membres, mais alors non seulement il s'applique à tous, et vous voyez en fait ici, je vous l'ai mis, hop, il s'applique à tous directement. Alors directement, c'est pas rien, dans la mesure où, je vous l'encadre, à tous et directement, ça veut dire quand même que ce texte, en fait, non seulement a une portée générale, mais qu'en plus, en fait, à partir du jour où il est voté au niveau de l'Union européenne, il s'applique, en fait, dans les pays membres. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de transition, il n'a pas besoin d'être traduit. Imaginez donc bien que ça peut heurter, littéralement, en fait, chaque État membre qui se voit imposer un texte, et surtout les citoyens qui n'ont pas forcément capté pourquoi en fait ce texte rentrait en vigueur du jour au lendemain, dans la mesure où il n'est même pas passé par nos lois à nous, en quelque sorte. Le règlement européen s'applique directement, inutile de dire que ce n'est pas le texte le plus populaire et le plus utilisé, mais il y en a. Ce sont souvent des textes en fait qui sont des textes de bon sens. Je vous en ai cité un, celui que beaucoup de structures en France et dans le monde sont aujourd'hui obligées d'appliquer, c'est ce qu'on appelle la RGPD, Règlement européen pour la protection des données personnelles, qui est un règlement qui est entré en vigueur le 25 mai 2018. Eh bien, la protection des données personnelles, c'est pas rien. Ça veut dire déjà très concrètement qu'il y a une forme de droit à l'oubli. Par exemple, dans l'espace numérique, quand vous avez tout simplement laissé une trace sur un site, quel qu'il soit, eh bien vous avez la possibilité désormais de pouvoir demander son effacement, en l'occurrence, de façon à pouvoir être oublié sur une publication qui, à un moment donné, était un peu impopulaire ou vous a causé du tort, tout simplement. On a créé ce texte sur la protection des données personnelles pour 2 raisons. La première, c'est effectivement cette idée de pouvoir avoir un peu plus de prise sur les traces qu'on peut laisser sur Internet, mais également aussi tout simplement parce que quelquefois, on laisse nos adresses dans des fichiers, tout simplement, que les structures récoltent, puisqu'aujourd'hui, en fait, la plupart du temps, on passe beaucoup par Internet, même quand on s'inscrit justement dans quelque institution que ce soit. Lorsque vous laissez en fait vos coordonnées, à un moment donné par mail notamment, eh bien il faut pouvoir à un moment donné faire en sorte que ces données soient effacées au bout d'un certain temps, de façon à ce que vous ayez la possibilité de bénéficier d'un véritable droit à l'oubli. Ça veut dire en gros, à un moment donné, je n'ai plus envie en fait de faire partie de quelque structure que ce soit. J'ai envie que mon nom puisse disparaître, soit de manière automatique, soit si je le demande. C'est aussi d'ailleurs pour ça aujourd'hui que vous allez voir apparaître dans la plupart des sites que vous consultez sur Internet, à un moment donné, une petite formule du style autorisez-vous l'accès en fait à ce site, notamment aux cookies, en l'occurrence. Avec les cookies, c'est souvent les traces matérielles que l'on peut laisser effectivement sur certains sites, et c'est aussi en raison de ces traces que l'on peut vous poursuivre, faire du phishing comme on dit, c'est-à-dire en gros à un moment donné
pouvoir vous proposer d'autres publicités par rapport en fait au choix que vous faites quand vous allez sur tel ou tel site sur Internet. Eh bien, si on vous demande aujourd'hui quasiment systématiquement si vous autorisez ce site en fait à collecter vos cookies ou autres, c'est pas pour rien. C'est justement suite à ce règlement européen qui fait qu'à un moment donné, vous avez le droit de dire non, je n'autorise pas cela en fait en l'occurrence, et diminuer en quelque sorte l'impact des traces que vous allez laisser sur Internet. Alors souvent c'est un petit peu rébarbatif parce que souvent quand vous consultez un site vous allez mettre oui j'autorise, mais en autorisant d'une certaine façon vous laissez une trace et peut-être à un moment donné vous laissez la possibilité à quelqu'un de collecter en fait une trace justement de vos passages. En bref, c'est très complexe la RGPD, beaucoup d'institutions ont dû se mettre à jour pour par exemple demander l'autorisation à certaines personnes de conserver leur mail pendant un certain temps sur leur fichier. Et au bout d'un certain temps, ça implique du coup de revoir ces fameux fichiers et de supprimer tout simplement en fait les adresses qui n'ont plus de rapport ou ne sont plus en lien avec le parcours d'une personne qui était suivie jusqu'alors. Règlement européen donc un peu impopulaire dans le sens où il rentre directement en vigueur, mais en même temps beaucoup plus efficace par rapport à la prise de décision dans le processus européen. Cela dit, comme on ne veut pas froisser de trop les pays en fait adhérents à l'Union, on passe un peu moins par ce processus et on s'assure de passer par un règlement européen quand la tendance, on va dire, démocratique incarnée par les commissaires européens et les parlementaires européens, quand en fait on sent que c'est possible d'aller régir via un règlement. La directive européenne est beaucoup plus démocratique et plus populaire. Une directive, en fait, s'applique à tous les États membres, mais alors attention, elle n'est pas en général d'applicabilité directe. Elle doit être transposée par une loi au niveau national. Ce n'est qu'ensuite qu'elle s'appliquera à tous. C'est pour ça que je vous dis que c'est plus démocratique, parce qu'on va laisser le soin à chaque État de la traduire en tenant compte peut-être de nos particularismes. Si par exemple on préconise une ouverture de la chasse sur une certaine période, par exemple, c'est vrai qu'on va passer par un règlement parce qu'on veut que la période soit bien définie. Mais si en revanche, par exemple, on veut préconiser qu'il y ait justement certaines espèces qui soient, on va dire, moins chassées, par exemple, on va peut-être passer par une directive parce qu'il faut laisser le temps à la France, le soin de lister peut-être quelles sont les espèces protégées, quelles sont les espèces plus intouchables, entre guillemets. En bref, on va laisser peut-être 1 an, 2 ans au pays le soin d'adopter la directive dans son État membre. Et c'est là dont je vous parlais tout à l'heure des recours en manquement au niveau de la Cour de justice. Si un pays en revanche ne transpose jamais la directive, il s'expose à un recours en manquement et donc à des pénalités. Les deux autres textes, c'est la recommandation et la décision. Alors, un peu plus rare, la recommandation, c'est un texte, comme je vous le disais, qui a une portée diplomatique. Elle est une invitation à respecter la politique européenne, souvent destinée à un État membre ou à un ressortissant de l'Union européenne. La plupart du temps, la recommandation, ça va être l'État membre qui, par exemple, se situe un peu, quelquefois, dans une situation un peu particulière parce que sa législation autour des droits de l'homme n'est pas encore totalement, en fait, adaptée par rapport à la Charte des droits fondamentaux européens. Et on va lui dire, nous vous recommandons de prendre une décision à ce titre-là. Mais comme on ne veut pas le froisser, comme on ne veut pas le braquer, comme on veut faire en sorte que les choses se passent bien, on recommande, c'est-à-dire qu'on n'oblige pas, dans un premier temps, mais on invite la personne à le faire, et si par contre elle ne le fait jamais, on passera peut-être par des textes un peu plus contraignants. Si c'est carrément une personne, c'est la même chose. Par exemple, une grosse société qui détient pratiquement une situation de monopole économique, on va lui dire attention, là vous risquez des poursuites par rapport au fait que vous êtes en situation de monopole, des poursuites en justice justement, donc faites attention à ouvrir la possibilité à d'autres concurrents de pouvoir s'installer sur votre territoire par exemple, ou autour de vous. Faites en sorte de libérer un brevet de manière plus précoce. En bref, une recommandation, ça va être l'invitation à faire, mais on y est un petit peu plus en douceur, si vous voulez. Et enfin, la décision. Alors là, attention, ça vise souvent en fait une catégorie de personnes, un État ou plusieurs États, mais ça s'applique directement et c'est obligatoire. C'est un peu le contraire de la recommandation. On est peut-être d'abord passé par une recommandation, on passera ensuite par une décision, ce texte étant beaucoup plus contraignant. Et attention,
ça peut être une sanction, une décision européenne, pour une personne qui manque aux engagements européens. La Commission elle-même, d'ailleurs, quelquefois, qui est chargée de l'exécution des normes européennes, peut très bien prendre une décision à l'encontre d'une personne pour l'obliger à faire quelque chose, ou pour la condamner même, via une amende ou une sanction pécuniaire, parce qu'elle ne respecte pas les engagements européens. Alors bien sûr, recommandations et décisions souvent ne passent pas par le processus démocratique qu'on a évoqué tout à l'heure, à savoir celui-là, les fameuses phases. Phase 1, initiative. Phase 2, en fait, le texte est proposé devant les parlementaires qui doivent voter. Phase 4, en fait, la commission les fait exécuter, etc. Cette slide-là, vous l'avez compris, fait un peu écho justement au premier tableau qu'on a vu tout à l'heure, où il vous est demandé de compléter, mais de façon un peu plus européenne, justement les 4 phases d'élaboration du processus législatif. Quand on est en mode recommandation et décision, c'est rare qu'on passe par toutes les étapes. En l'occurrence, ces 4 étapes s'appliquent surtout pour les règlements et directives, qui sont les textes, on va dire, de ce qu'on appelle le droit communautaire dérivé. Le droit communautaire dérivé, c'est les textes qui sont pris en application des traités fondateurs de l'Union. Le traité de l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je vous ai rajouté d'ailleurs que le traité sur l'Union européenne, sur le fonctionnement de l'Union, renforce les pouvoirs du Parlement pratiquement pour toutes les normes, ce qui renforce la légitimité des textes et les rend plus démocratiques. C'est-à-dire qu'en fait, désormais, on vote dans cette phase 3 en codécision. Le Parlement européen est sur un pied d'égalité avec le Conseil de l'Union européenne, ce qui n'était pas forcément le cas avant, puisque pour bien des domaines, le Conseil de l'Union, en fait, avait le dernier mot, alors qu'aujourd'hui, le Parlement qu'on considère comme plus démocratique, le Conseil de l'Union, ici présent, qui vote donc avec le Parlement, aujourd'hui sont quasiment sur un pied d'égalité. La justice européenne, hop, pour refaire un petit tour de ce qu'on disait tout à l'heure, les 4 recours possibles. En manquement, quand un État membre n'applique pas une décision européenne. En carence, vous vous rappelez que c'est un peu l'inverse, c'est plutôt en fait les institutions européennes qui n'accomplissent pas les objectifs fixés par les traités. En annulation, et c'est déposé par un justiciable, une personne lésée pour faire annuler une décision européenne. Et la fameuse question préjudicielle, je vous rappelle, c'est une question posée pour l'interprétation d'une règle européenne qu'on comprend moins. Hop. Pour conclure, l'Union européenne est en construction, souvent critiquée pour sa bureaucratie lourde et imposante. C'est vrai que énormément de fonctionnaires au sein de l'Union européenne. Ils sont énormément, en fait, ne serait-ce qu'au niveau de la Commission, à travailler sur les travaux parlementaires. Ce sont des milliers de personnes qui sont embauchées pour ça, et pour chacune d'entre elles, des salaires ou des rémunérations qui sont quelquefois assez élevés, parce que nécessitant des frais, notamment, qui leur sont remboursés, en plus du salaire qui est déjà assez important et qui leur est octroyé. Donc souvent critiqué par sa bureaucratie lourde et imposante, ou encore par la méconnaissance qu'en ont des citoyens qui en font partie, sans pour autant avoir le sentiment de la comprendre et d'en être acteurs. C'est vrai que les citoyens que nous sommes, vous le voyez, en fait, déjà on est à milieu de notre propre bureaucratie en France. Je vous parlais de la décentralisation la dernière fois et vous expliquais sa complexité. Imaginez-vous en fait qu'à un échelon encore supérieur, il y a carrément l'Union européenne qui nous échappe. Elle représente un bloc d'États unis face à certaines crises. Ça, c'est son avantage. On l'a vu s'illustrer justement dans la solidarité sur la crise sanitaire avec le coronavirus. Certains pays solidaires ont contribué à l'effort de soins en accueillant des ressortissants de pays voisins. Ça, c'est quand même une belle illustration de l'Union européenne, mais il y en a bien d'autres. La solidarité, par exemple, dans le milieu estudiantin, avec les programmes Erasmus, par exemple. Il y a tout un tas d'exemples de solidarité européenne, de contribution, en fait, d'États membres au titre de l'Union européenne. La crise grecque, je vous en ai parlé, on a débloqué des centaines de milliards, justement, pour renflouer les banques grecques. En est un autre exemple, et je suis sûr que vous en trouverez bien d'autres si vous recherchez un peu sur Internet. C'est pour ça que le projet de la construction européenne reste un très beau projet, qui a énormément de défenseurs. Vous le savez qu'il y a également énormément de détracteurs. Beaucoup de politiciens en France ont appuyé certains de leurs programmes politiques sur la sortie de l'Union européenne. Je vous rappelle par exemple
que certains membres de l'extrême gauche, de l'extrême droite ont préconisé une sortie de l'Union européenne, sans forcément être trop dans l'extrême, mais un peu quand même. Des personnes comme Dupont-Aignan, en fait, à l'époque, avaient également soutenu un programme pour faciliter la sortie de l'Union européenne. On leur avait reproché que ça pouvait créer une crise monumentale, notamment par exemple à la monnaie unique. Sortir de l'Union européenne, ça veut dire à un moment donné retrouver donc notre propre monnaie qui était le franc, ce qui implique probablement une dévaluation de notre monnaie pour justement être à la hauteur de ce qui va se jouer en fait au niveau européen. Surtout, ça va contribuer à une forte inflation également au passage. Enfin bref, c'est des enjeux économiques très très forts à la sortie de l'Union. Alors si le Royaume-Uni a pu en sortir, et c'est ce sur quoi s'étaient appuyés les politiques français qui voulaient en sortir également, mais en se trompant quelque part. Si le Royaume-Uni a pu en sortir peut-être un peu plus facilement, c'est tout simplement parce que le Royaume-Uni avait déjà émis beaucoup de réserves par rapport à l'Union européenne, notamment en gardant sa propre monnaie, entre autres choses, et également en restreignant notamment les politiques d'importation et d'exportation. Inutile de dire que nous, en France, on a joué complètement le jeu de l'Union européenne, puisqu'on en a été un des pays fondateurs. Donc sortir de l'Union, ça engendrerait effectivement quelque chose d'un petit peu compliqué d'un point de vue économique, l'air de rien, qui n'a pas été forcément pensé par des personnalités politiques qui ont appuyé des programmes en surfant un petit peu sur la vague du Brexit et en disant on marre de cette Europe en fait finalement qui pénalise les agriculteurs, qui pénalise tout un tas de personnes. Bien sûr, ce discours trouve écho auprès des personnes vulnérables, c'est une certitude, mais c'est aussi oublier que les politiques agricoles communes, c'est également des centaines de millions d'euros d'aide qui peuvent être octroyés en fait, à tout un tas de personnes qui sont en difficulté et dont les métiers sont peut-être un peu plus précaires. Donc attention à ces discours populistes qui quelquefois ne tiennent pas forcément compte de la réalité du terrain. Déjà comprendre l'Union européenne, vous voyez, c'est pas si simple. Vous en avez aujourd'hui un petit panorama et des noms qui vous ont été cités, et j'espère que ça résonnera un petit peu dans un coin de votre esprit. L'idée de ce discours, c'est que vous reteniez qu'on n'est pas seul aujourd'hui en France, mais que beaucoup de règles émanent de l'Union européenne, et que c'est important de s'y intéresser, même quand on va voter au niveau national, parce que ce sont les gens que l'on élit au niveau national qui vont peut-être un jour justement contribuer aux politiques qui viendront s'appliquer plus tard en France. Fort heureusement, les valeurs européennes sont encore assorties d'un socle de valeurs humaines. Et ça, c'est ce que je trouve fondamental aujourd'hui. On a adhéré avec les traités les plus récents, traités sur le fonctionnement de l'Union et traités de l'Union, à la charte des droits fondamentaux, qui rejoint la charte des droits de l'homme, qui est appliquée par la Cour qu'on a déjà vu, la Cour de justice, la Cour européenne des droits de l'homme. Ce socle en fait de valeurs fondamentales et de valeurs humaines, heureusement, traverse aujourd'hui l'Union européenne et je l'espère continuera à être respecté pour longtemps. D'où l'idée de ne pas forcément en avoir peur, mais d'être vigilant sur ce qui s'y passe, en se tenant tout simplement un peu au courant des différentes règles qui en ressortent, les règlements, les directives, et les personnes qui sont au pouvoir dans les instances de l'Union. Voilà en gros ce que je voulais vous apporter un petit peu sur cette Union européenne. Alors de façon brève, certes, et de façon rapide, c'est plus l'esprit que je souhaite que vous compreniez. Pour revenir maintenant un petit peu sur le partiel. Alors c'est un partiel un petit peu particulier parce qu'il est en distanciel. Il aura lieu donc à une date qui vous a certainement été communiquée. C'est, si je ne m'abuse, je vérifie quand même que je ne me trompe pas. Hop. Voilà, c'est normalement le mercredi 19 mai. Alors c'est le 19 mai si ça vous a pas été communiqué. Ça ne saurait tarder, mais je pense qu'on vous enverra sûrement un tableau récapitulatif de tout ça. Alors comment ça va se passer concrètement ? Eh bien, tout simplement, comme c'est en distanciel, ce qu'il faut, c'est limiter les possibilités de triche. Comme vous le savez, on est un peu malheureusement astreint à ça quand même si on a grandement confiance en vous, malgré tout. C'est pour ça qu'en fait, c'est un partiel qui va être un petit peu timé. C'est pas d'ailleurs pas qu'un peu, mais même beaucoup. Vous allez pouvoir donc vous connecter à une certaine heure. Donc je vous invite à vraiment vous connecter à une certaine heure telle que ce sera mentionné dans le mail que je vous enverrai via eCampus.
Vérifiez bien donc que vous avez une connexion qui soit fiable, vérifiez bien que vous recevez bien tous les mails, vérifiez bien vos spams, comme tout à l'heure, hein, comme j'ai pu l'entendre, effectivement, bah, ça peut arriver qu'un mail arrive en spam. À partir d'une certaine heure, donc, connectez-vous, hein, c'est une première chose. Vous aurez ensuite donc un petit temps de battement pour bien vérifier tout ça, hein, que vous êtes bien connecté, qu'il y a du réseau, tout ce qui va bien autour. Et donc ce temps de battement durera peut-être 5-10 minutes, hein, pas plus. À partir d'une heure précise que je vous communiquerai, très précise, hein, je sais pas, ça peut être par exemple 11h10, hein, grosso modo, vous disposerez en fait d'un lien qui vous permettra d'aller sur un QCM qui a été, on va dire, matricé sur Google Forms. Google Forms, en fait, c'est tout simple, hein, vous allez avoir des questions sous forme de QCM. Il n'y aura qu'une seule réponse possible. Vous ne pourrez pas en cocher plusieurs autres, donc faites attention à la réponse que vous allez cocher. Et donc, vous répondez aux questions comme elles viennent. Simplement, en fait, avant de commencer le questionnaire, il vous sera demandé d'inscrire votre adresse email. Et faites attention surtout à ce point-là, j'insiste bien là-dessus et je vous le redirai quand je vous enverrai l'invitation. Il faut forcément rentrer l'adresse de l'IUT. On n'a pas le choix. Tout simplement parce que quelquefois d'autres adresses mail en fait arrivent en spam ou je ne sais quoi d'autre, donc on veut éviter ce genre de tracas. Seuls ceux qui auront rentré le mail de l'IUT pourront être admis donc à passer cette épreuve et seront corrigés, entre guillemets. Hein. Donc le questionnaire Google Forms commence par rentrer en fait votre adresse mail. Une fois que vous avez rentré ce mail, vous avez accès en fait aux quelques questions qui vous seront posées et qui porteront donc sur tout ce que l'on a vu dans cette partie, dans ce module, pardon, à savoir la Constitution, l'administration et l'Europe. Hein. Donc faites attention parce que dans le programme, c'est là que c'est un petit peu long, hein, dans les révisions. Il y a tout ce que j'ai dit, mais également toutes les slides que vous avez reçues et qui ont pu faire l'objet de certaines recherches. Si par exemple dans une slide, il vous était recommandé d'aller sur un site pour aller consulter par exemple les modes d'élection des conseillers départementaux ou je ne sais quoi d'autre, eh bien allez voir sur le site, ça fait partie de vos révisions, hein, bien sûr. Alors comme vous êtes en distanciel, c'est sûr que sur chaque question, vous pouvez aussi prendre le temps de rechercher, mais faites attention au fait que rechercher, c'est aussi perdre du temps, et sachez que vous n'aurez que 20 minutes, et pas plus, pour répondre à toutes les questions. À l'issue du question, est-ce qu'il y a beaucoup de questions? C'est une bonne question, je ne me rappelle plus très bien, mais il doit y en avoir à peu près 20-25, hein, grosso modo, 20 ou 25 questions. Enfin, compter en moyenne une vingtaine de questions, hein, je pense. Hein, si je ne m'abuse, ça doit être ça. Et concrètement, il faut répondre à chacune des questions, vous vous en doutez, pour pouvoir être noté. Hein. Concrètement, surtout, vérifiez bien, en fait, avant, je préconise bien le fait de dire avant les 20 minutes qui vous sont octroyées. Vérifiez bien que vous avez validé votre questionnaire pour l'envoyer. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez répondu à toutes les questions, il va vous être demandé d'envoyer le questionnaire. Il faut vraiment confirmer l'envoi de votre questionnaire, tout simplement, et donc de vos réponses. Pour que ce soit validé, faites-le de préférence à la 19e minute, grosso modo, puisqu'en fait, au bout de 20 minutes, automatiquement, le questionnaire se ferme. C'est-à-dire que si vous n'avez pas renvoyé votre questionnaire dans les temps, vous ne pouvez pas, en fait, être noté, ou en tout cas, dans un premier temps, effectivement, le questionnaire ne sera pas admissible. Alors, s'il n'est pas admissible, ça veut dire que, concrètement, vous pouvez peut-être avoir la possibilité d'un rattrapage, mais seulement si vous avez une bonne raison, et faites attention, la bonne raison c'est de ne pas avoir pu concourir, entre guillemets, avec certificat médical à l'appui, etc. Et surtout c'est à l'appréciation de la directrice des études. Deuxième chose, si vous n'avez pas pu en fait répondre au questionnaire et que vous êtes admis au rattrapage, donc le rattrapage, vous ne savez pas ce que ça va être. Donc faites attention au fait qu'un rattrapage, ça peut être plus compliqué qu'un questionnaire type QCM. Donc je vous invite vivement à vous rendre le plus disponible possible pour répondre justement à ce QCM, à prévenir aussi les personnes que vous connaissez, parce que je sais que tout le monde n'est pas présent aujourd'hui, mais vraiment bien préciser en fait chacun de ces points, discutez-en entre vous, en tout cas, si des choses ne sont pas claires. Ce qui est certain, c'est que je vous enverrai de toute manière
un petit mail via eCampus, toujours pareil, un peu en amont, pour vous préciser en fait à nouveau toutes les consignes, de façon à ce que ce soit bien clair pour vous. Et le jour J, encore une fois, vous aurez 5-10 minutes pour vous préparer et vous loguer donc comme il faut dans les temps, en pensant bien au fait que c'est donc chronométré et qu'au bout de 20 minutes, le questionnaire sera fermé. Avez-vous des questions? Non, ça va? Bon, bah, si c'est assez clair, c'est super. Là, les quelques slides là, que je viens de vous passer, là, qui présentent, je vais vous les envoyer. Alors l'heure, en fait, je crois, n'est pas encore définitivement fixée. Si je ne m'abuse, après je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je pense que ça doit être 11h ou 11h30. Vous allez bien sûr recevoir un planning très précis avec chacun des contrôles et avec les horaires précis. De mon côté, effectivement, quand ce sera communiqué. Alors c'est peut-être pas. Quelqu'un vient de me dire qu'il y a maths apparemment au même moment. Vous avez peut-être un contrôle de maths au même moment, c'est ça? Alors c'est peut-être pas 11h, tout simplement, c'est pas grave, ça doit être avant, c'est peut-être 9h ou 10h. Mais du coup, si vous savez que vous avez un contrôle de maths, vous connaissez aussi l'horaire de mon contrôle à moi, non? A priori. Le premier, ça m'étonnerait. Ah, c'est pas marqué, ok, d'accord. Ok. Je vais vérifier tout ça, mais vous serez bien sûr tenu informé de tout ça dans les temps, rassurez-vous. Je vais vérifier si j'ai une info plus précise là-dessus tant qu'on est encore en ligne. Juste un instant. Alors. Tac. Ah oui, effectivement, je viens de voir un mail. Effectivement. Alors, vous êtes supposé effectivement avoir maths financière le 19 mai. Voilà. C'est le 17 mai. 11h. Oui, alors voilà, il y a une erreur effectivement sur les maths. Normalement, les maths auront lieu entre 9h et 11h le 19 mai. Ce qui permettra, en l'occurrence, voilà, ce qui permettra d'avoir ensuite donc mon QCM, normalement, à 11h30. Voilà, 9h, 11h, effectivement, pour maths financière, et 11h30, effectivement, pour le QCM en question. Donc vous loguez bien à 11h30, démarrage effectif ensuite du questionnaire vers 11h40, pour conclure de manière ferme et définitive à 11h59 minutes et maximum 59 secondes, grosso modo. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair. Je vous envoie les quelques slides là, donc en l'occurrence dont on vient de causer via eCampus. Et pour ceux qui n'ont absolument rien rendu, il y a quelques petites questions dessus auxquelles vous pouvez répondre. Pour ceux qui ont déjà rendu, c'est pas la peine. Voilà. Merci en tout cas à toutes et tous pour votre attention sur ce module. J'espère que tout va bien se passer pour vous pour les révisions et je vous souhaite bien sûr de tout réussir, le meilleur bien sûr pour l'avenir, de prendre soin effectivement de vous et de vos proches et je l'espère à l'année prochaine sur d'autres modules. Si vous n'avez pas reçu les mails, c'est qu'il y a un problème en l'occurrence. Diaumba. Est-ce que vous avez vérifié en l'occurrence les spams par exemple? Pour les autres, merci et bonne journée à vous, bonne semaine. Diaumba, si vous recevez pas les mails, c'est qu'il y a un problème en l'occurrence puisque je crois que tout le monde a reçu. Ouais. Excusez-moi, je peux demander le lien que vous allez envoyer par rapport aux examens. Est-ce que c'est propre à chacun ou pas? Non, c'est un lien effectivement qui est absolument commun auquel vous aurez accès. Faudra juste cliquer dessus en fait pour vous retrouver sur Google Forms.
Ah d'accord, merci. Parce qu'en fait, moi, j'ai un problème avec mon mail campus et du coup, ce que je fais d'habitude, c'est que je transfère, mais du coup, comme c'est pas personnel à chacun, mes copines pourront me transférer. Merci beaucoup. Je vous en prie, faites attention quand même au fait que vous dites que vous avez un mail, un problème avec le mail, mais comment vous allez le renvoyer du coup? En fait, j'ai un mail Zimbra, mais pas le bon mail que vous avez. Et Il y comment a, ça se fait ça alors? bah, en fait, il y a une erreur de la scolarité au début de l'année. Et Non mais faut vraiment le faire rectifier, hein, parce après, que je me dis, on est à la fin de l'année. J'ai pas eu ouais, j'ai mais pas de soucis depuis le début non, et ça risque d'être quand même un petit peu compliqué malgré tout parce que quand vous allez renvoyer en fait votre adresse mail à un moment donné, est-ce que ça va pas bloquer? C'est ça le problème. Diaumba, par exemple, a un problème aussi apparemment sur son mail. Je sais pas si c'est du même ordre que vous, mais moi, je vous invite vivement à faire rectifier tout ça, hein. C'est-à-dire que c'est un peu risqué.